C'est le jour de la chasse, et la cible est le fils du général Kim Wong-bang. Mais pourquoi les soldats de l'Empire traquent-ils le fils de leur propre patron? Parce que le gamin est né sans mana dans un monde où tout le monde possède de la magie. Pour une famille obsédée par le pouvoir, avoir un fils aussi faible était une honte totale. Son propre père leur a donc ordonné d'éliminer le gamin. Le lieutenant Young a été chargé de combattre le garçon, mais le gamin ne pouvait même pas faire de mal à une mouche. Jang lui a donc simplement enfoncé son épée dans le ventre et l'a jeté d'une falaise. Une chute si haute que même Deadpool n'y survivrait pas. La nuit, les soldats se sont rendus sur place pour vérifier s'il avait vraiment mordu la poussière. Après des heures de recherche, ils ont finalement trouvé le type. Et la scène a laissé tout le monde bouche bée, parce que le gamin avait été jeté d'une falaise de la taille de l'Everest avec un énorme trou dans le ventre, et il était toujours assis là, à se détendre. Quoi? Soudain, il a commencé à dégager une énergie verte. L'un des soldats a paniqué et s'est précipité sur lui. Mais le gamin vit le coup arriver, l'esquiva et frappa le gars, laissant tout le peloton sous le choc. Quand les autres tirèrent leurs épées, le gamin sortit 3 pièces de sa poche et les lança si fort qu'il transperça 3 crânes d'un coup. Le reste de l'escouade tenta sa chance. Mais le gamin, qui était inutile auparavant, détruisait les troupes d'élite. Le dernier survivant sortit son arme et tira dans son angle mort. Le gamin esquiva la balle et le traita même de lent. Il attrapa le lieutenant par le cou et, le sourire aux lèvres, acheva le dernier ennemi sans prendre une seule égratignure. Mais qu'est-il arrivé à ce gamin? Comment a-t-il pu tomber de cette falaise sans magie et se transformer soudainement en Broly? C'est Kim Taiju. Et ce que les soldats ne savaient pas assez c'est que pendant la chute, son esprit fut entraîné dans un autre monde où il tomba sur un vieil homme. Ce type était Tangonak, le démon venimeux suprême. Un maître tellement fou qu'il a conquis son monde en écrasant tout le monde. Lorsque leurs esprits se sont connectés, ils ont partagé leurs souvenirs et ont découvert qu'ils étaient la même personne dans des univers parallèles. Sauf que leur vie était très différente. Le vieil homme est devenu le type le plus puissant de son monde, tandis que le gamin était l'échec de sa famille et a fini assassiné. Tang a ensuite transmis toutes ses connaissances en arts martiaux et le secret du ki, et a renvoyé le gamin dans son corps, prêt à être le plus fort de son propre univers. Lorsque Tianzhou s'est réveillé, la première chose qu'il a faite a été de prendre une plante vénéneuse et de l'avaler. Il a médité et a transformé le poison en énergie pure, concentré sur le fait de devenir le Tangon-Ho de son monde. C'est pourquoi lorsque les soldats l'ont trouvé il était assis là en train de méditer. Dégageant de l'énergie verte. Après avoir détruit tous les soldats, il n'avait qu'une seule mission en tête. Éliminer tous ceux qui voulaient sa mort. L'une des escouades est retournée à la base et a dit au général qu'ils avaient trouvé la troupe du lieutenant complètement anéantie et aucun signe du corps du gamin. Son père perdait déjà patience. Mais comme dans ce monde, quiconque n'a pas de mana meurt empoisonné par l'air, il était sûr que le gamin allait mourir de toute façon, mais le général n'a aucune idée de ce qu'il attend. Tuez ce garçon. Tuez ce garçon. Quelques jours plus tard, à la frontière des bêtes magiques du Mont Jury, le protagoniste se tenait là, admirant la vue. De là où il était, Guri était entièrement visible. Lorsqu'on lui a demandé si c'était la première fois qu'il posait les yeux sur cette vue, le jeune homme a confirmé qu'il était nouveau ici. Celui avec la moustache a compris que le jeune homme ne devait pas bien connaître leur ville. En 2026, Guri n'était qu'une petite ville de Corée avant qu'elle ne rejoigne l'Empire. Le Mont Jury était un endroit rempli de monstres qui avaient désespérément besoin d'être exterminés, c'est pourquoi l'empereur avait fait de Guri une ville libre. Cela lui donnait de nombreux avantages, comme de faibles taxes sur les produits des bêtes magiques et l'autorisation de crimes. En privant la ville de la loi, il l'enrichit rapidement des veilleurs, qui se sont précipités pour soumettre les bêtes magiques. Et tandis que l'homme continuait à jacasser sur tout cela, notre héros l'a exhorté à aller droit au but. Finalement, le boss a prévenu le protagoniste des nombreux criminels qui inondaient leur ville sans foi ni loi. Tout trouvait l'homme plutôt bavard, mais l'appréciait en tant que personne, et appréciait ses conseils. Quelques jours auparavant, Tao avait survécu à une tentative d'assassinat. Après cela, il avait coupé tous ses contacts après sa libération, et s'était mis à chercher un endroit où il pourrait acquérir du pouvoir. Et après réflexion, la cité libre s'est avérée être l'endroit idéal pour cela. Après tout, comme l'Empire n'a pas une grande emprise sur la ville, il serait difficile pour sa famille de savoir où il se trouvait. Pour arranger les choses, elle était remplie de toutes sortes d'objets toxiques qui lui seraient grandement utiles dans son entraînement. Tanjou n'était toujours pas familier avec les arts martiaux. Par miracle, le héros qui était aux portes de la mort avait rencontré son homologue dans le monde des arts martiaux, connu sous le nom de démon venimeux suprême. Notre héros trouvait assez ironique que la femme qui voulait l'assassiner finisse par lui rendre un immense service. Pour l'instant, Tanjou, qui travaillait comme porteur dans les montagnes, décida d'acquérir discrètement la force et les fonds nécessaires afin de devenir totalement indépendant. À ce moment-là, le chef lui demanda son avis sur le plus fort du groupe. Le vieil homme lui indiqua la jeune Li Anul, qui était une éveilleuse de rang régulier. En tant qu'éveilleuse de rang régulier, elle devait être un niveau plus élevé que le premier lieutenant que notre héros avait tué. Pourtant, pour une raison quelconque, la dame se comportait bizarrement. Tout à coup, l'éveilleuse perdit connaissance. Et comme ça, elle s'effondra au sol, après avoir été piquée par un moustique mutant à 3 bandes, laissant tout le monde paniquer. Quant à Teju, il ne comprenait pas pourquoi c'était si grave. À ce moment-là, quelqu'un décida de gérer la situation. La rousse avec un bâton magique canalisa toute sa puissance et lança un énorme sort de boule de feu. Et voilà qu'une puissante explosion se produisit, mettant fin à la terreur du moustique. Lorsqu'on lui demanda la raison de cette panique, le boss expliqua que cet insecte avait le pouvoir de faire disparaître temporairement le mana. Certains éveillés s'évanouirent même à cause de la piqûre,
Et il était tout à fait naturel que tout le monde panique, car d'innombrables groupes avaient vu leur fin à cause d'un seul moustique. Dans les souvenirs de son alter ego d'artiste martial, le protagoniste commença à se souvenir d'un poison qui ressemblait beaucoup à la piqûre du moustique. C'est pourquoi le héros décida d'en profiter pour examiner la jeune fille à l'aide d'un art spirituel du poison, et ce qu'il trouva le laissa particulièrement intrigué. L'un des chasseurs se mit à frissonner, car cette zone devrait être exempte de moustiques. C'est pourquoi il se tourna vers le chef d'équipe et déclara qu'il serait préférable de battre en retraite, ce que le chef accepta. Ce n'est qu'à ce moment-là que quelque chose commença à bouger dans les hautes herbes. Le chef fut surpris par cela. C'est pourquoi il demanda à son groupe de se préparer au combat. Pourtant, il s'avéra qu'il ne s'agissait que d'un lapin à longue queue, une créature située tout en bas de la chaîne alimentaire, et un bon rat de laboratoire, car il se reproduit à une vitesse folle. En voyant cela, toute l'équipe se sentit soulagée. Ils en déduisirent rapidement qu'ils avaient eu peur pour rien. Mais ils étaient loin de se douter que c'était loin d'être une fausse alerte. Avant que quiconque ne puisse s'en rendre compte, le chef d'équipe et le chasseur à côté de lui furent rapidement décapités. Et voilà que le groupe se retrouva avec 2 hommes à terre. Les humains étaient désormais attaqués par des orques, des bêtes féroces, qui faisaient connaître leur présence par leur puissant rugissement. Voyant cela, la mage décida de faire gagner du temps à son groupe en distrayant les monstres. Le boss se tourna vers le protagoniste. Taiyou l'exhorta à ne pas l'attendre, car il allait rester ici. Le vieil homme tenta de faire valoir que des porteurs comme eux ne pouvaient rien faire ici, mais Taiyou était déterminé à donner un coup de main. Et voilà que le boss reçut le jeune épéiste qui s'était évanoui. Taiyou lui demanda de se mettre à courir, et lui expliqua qu'il ne ferait que lui apporter une aide modeste. Cela dit, l'homme commença à fuir tout en exhortant son ami à survivre. Peu de temps après, notre héros remarqua que les mouvements des monstres étaient étrangement synchronisés. Pendant ce temps, la mage utilisait ses compétences à gauche et à droite afin de s'occuper des orques. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle remarqua que l'un d'eux s'en prenait à Taiyou. Voyant cela, elle planta fermement son pied dans le sol et décida d'arrêter la créature immédiatement. Avec une seule boule de feu, l'orque fut éliminé. Taiyou se couvrit le nez, dégoûté par l'odeur de chair brûlée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose de choquant. Taiyou hurla à la dame de se baisser, et avant même qu'elle ne puisse s'en rendre compte, une lame fut balancée dans son cou par derrière. Pendant ce temps, dans le royaume céleste, au bord d'un lac calme rayonnant de sérénité, le démon venimeux suprême qui était entré dans ce royaume il y a 1 mois commença à penser à la façon dont il aurait pu rester coincé dans son ancien royaume sans notre héros. Grâce au lien mémoriel, le vieil homme avait acquis les connaissances présentes sur la planète Terre. Cela lui permit d'atteindre l'illumination, et ainsi, son objectif d'atteindre un plan d'existence supérieur fut enfin atteint. Malgré tout, c'était son erreur de ne pas savoir mieux. Car au final, ce royaume céleste s'avéra être un asile psychiatrique de luxe. C'était vraiment choquant de le voir rempli de toutes sortes de fous. Et aux yeux du démon venimeux, les fondateurs de la secte et les maîtres légendaires n'étaient pas différents. Voyant à quel point ils manquaient tous de manières, le vieil homme réalisa que c'était une idée stupide de gâcher sa vie à essayer d'atteindre l'illumination. Malgré tout, il ne pouvait nier que le partage d'âme qu'il avait eu avec son homologue plus jeune était une expérience plutôt agréable. Le démon commença donc à se demander comment allait son successeur. Ils étaient tous les deux la même personne. Pourtant, en raison de leur environnement, l'un devint un maître craint et respecté. Quant à l'autre, il fut étiqueté comme un rejeté, c'est pourquoi le vieil homme espérait que ses capacités pourraient l'aider à améliorer sa situation. Afin de surpasser les plus forts de son monde, Taiyou devait atteindre la 7e étoile de son nouvel art martial du poison. Le vieil homme commença à fantasmer sur le moment où lui et son jeune moi se retrouveraient, et sur ce qu'il pourrait lui apprendre. Mais alors qu'il était plongé dans ses pensées, quelque chose lui fut soudainement jeté. Ce n'était autre que l'immortel à l'épée, qui décida de s'en prendre au démon du poison pour avoir osé se moquer de l'escrime, alors qu'il était un lanceur de poignards. Cela étant dit, pendant ce temps, sur Terre, alors que les orques étaient en train d'être réduits en cendres, la dame remarqua quelque chose d'alarmant. Malgré tout, elle n'eut pas le temps de réagir à la lame qui s'approchait. Voyant son incompétence, le protagoniste n'eut d'autre choix que d'agir, et décida donc de prendre la situation en main. Il commença par l'assommer. Taiyou se lança alors en avant. Il décida de recourir à la nouvelle compétence de zone d'effet qu'il avait apprise. C'est ainsi qu'une tempête de pièces s'abattit sur le champ de bataille, tandis qu'il utilisait l'art de la dague volante. Explosion de la dague. Les énormes orques furent rapidement submergés par les pièces rapides et mortelles, et les projectiles rebondirent sur leur tête. Et c'est ainsi que l'artiste martial atterrit enfin au sol. Ce fut une agréable surprise pour lui de voir qu'il suffisait d'un seul coup pour s'occuper d'un orque entier. Taiyou commença à se demander quoi faire du mage qu'il avait assommé par accident. Mais il ne pouvait pas se permettre de rendre publique la nouvelle d'un inconnu en train d'éliminer un groupe d'orques faibles, car cela le mettrait sous le regard vigilant de nombreux témoins, y compris de ses pairs. C'est pour cette raison qu'il décida de fuir la zone immédiatement. Taiyou dut réfléchir à la manière dont la rencontre avec le vieil homme avait changé sa vie, car un rejet du mana ne s'inquiète généralement pas de ce genre de choses. Le protagoniste décida de ne laisser aucune trace de lui-même. C'était plutôt ennuyeux de nettoyer après avoir utilisé ses compétences de lancer, car les armes devaient être ramassées avec précaution, et le coût des projectiles était toujours élevé. Alors que le héros commençait à réfléchir à la manière dont il allait acquérir une compétence de récupération. Après avoir atteint la 7e étoile, il réalisa qu'il lui manquait une pièce, et se mit à la chercher partout. Au bout d'un moment, il la trouva coincée dans un arbre. Mais alors qu'il tendait la main pour l'attraper,
il remarqua un insecte qui volait. Teju décida d'agir rapidement et attrapa donc rapidement le moustique dans la paume de sa main. Étant donné que ce n'était pas une zone où les moustiques mutants à 3 bandes apparaissaient, on pouvait affirmer sans risque de se tromper qu'il s'agissait du même insecte qui avait piqué le pros éveil. Teju plaça alors délicatement l'insecte dans la paume de sa main. Le poison de cette créature disperse temporairement l'énergie interne et perturbe le flux de mana à l'intérieur des éveilleurs. Notre héros le compare immédiatement au poison disperseur d'énergie de Murm. Or, sur Terre, les humains doivent utiliser des équipements de protection. Car Zork, contrairement à Murm, il ne possède pas d'antidote à ce poison, ce qui le rend assez dangereux. Découvrir la composition du poison permettrait à notre héros de créer un antidote, en utilisant les connaissances qu'il a acquises auprès du vieil homme. Encore une fois, il devrait trouver dans son monde des herbes similaires à celles du monde du vieux maître. Teju décide alors de faire la seule chose logique et de manger l'insecte qu'il a dans la main. Le jeune homme engloutit rapidement le moustique, l'avalant négligemment. Son dernier encas lui fait comprendre que les deux poisons sont identiques, ce qui signifie qu'en trouvant les bons ingrédients, il pourrait créer un remède qui le rendrait riche. Cela étant dit, notre protagoniste décide de tester cela, en rentrant chez lui. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il est attiré par un bruit intrigant. Teju est alors surpris par ce qu'il voit. Il se retrouva face à un orc d'élite qui n'aurait pas dû apparaître dans cette zone, et à première vue, le monstre avait soif de sang. Alors que le monstre hurlait qu'il voulait exterminer les humains, le protagoniste fut déconcerté par sa taille, ainsi que par sa capacité à parler. Dans tous les cas, les monstres d'élite pouvaient être considérés comme les éveilleurs de créatures magiques. Pour ne rien arranger, aucun orc, et surtout aucun élite, ne devait apparaître dans cette zone fée, ce qui signifiait qu'il se passait quelque chose sur la montagne. Cela étant dit, l'orc commença à brandir son arme. Teju esquiva immédiatement. La puissance de la frappe causa de grands dégâts. Le vieil homme fut stupéfait par une telle puissance de feu et déclara qu'elle était comparable à celle d'un monstre de rang expert. Il y avait de fortes chances qu'aucune de ces pièces ne puisse percer la peau du monstre. Malgré tout, il décida de tenter le coup. Teju utilisa immédiatement son art de la dague volante, la frappe rapide. Cela lui permit de lancer 3 pièces à grande vitesse vers le monstre. Ces projectiles touchèrent avec succès la cible, mais s'arrêtèrent instantanément. Un tel résultat n'était pas surprenant. La plus puissante attaque d'armes cachée de l'artiste martial n'eut aucun effet sur le monstre. Et comme sa technique de zone disperserait encore plus la force, il commença à penser que la paume empoisonnée du seau de sang serait le meilleur choix. À ce moment-là, la créature poussa un rugissement féroce. C'est à ce moment-là que Teju réalisa qu'il hésitait. Il était même certain que son ancien moi aurait honte de lui s'il découvrait qu'il doutait de lui-même au début du combat. Teju réalisa qu'il était devenu orgueilleux en terrassant la meute d'orques avec facilité. Peu importe à quel point l'obstacle devant lui était redoutable, il continuerait d'essayer jusqu'à ce qu'il réussisse. Après tout, c'était la voix du démon venimeux suprême. Et donc, alors que la paume empoisonnée était déchaînée, le monstre d'élite se redressa pour parer l'attaque. Cela étant dit, sa hache d'acier géante heurta la paume nue de notre héros. Teju réussit à repousser ses limites. Et juste comme ça, une grande explosion se produisit. À la fin de l'affrontement, la hache géante fut endommagée. Mais un seul des combattants avait les genoux au sol. Teju ne put même pas égratigner l'orc. Voyant cela, il décida de continuer à attaquer jusqu'à ce qu'il tombe. À ce moment-là, une lame rapide fut dégainée. Soudain, l'orc d'élite subit 1 million de coupures. L'humain resta confus. Même le monstre ne réalisa pas ce qui venait de se passer. Et tandis qu'il explosait en morceaux, Teju comprit que son tueur devait être un éveilleur de rang maître, et que sans l'élite, il aurait fui les lieux depuis longtemps. Il commença donc à réfléchir à une excuse à donner à son sauveur. À ce moment-là, on demanda à Teju s'il était le tueur de l'orc. L'homme affirma que puisque le héros n'était pas marqué, il était un pathétique non moins éveilleur, qui n'aurait pas dû pouvoir triompher des monstres. Teju ne savait pas quoi dire devant ses yeux froids. Le membre du comité permanent, Lee Yong-hak, également connu sous le nom de capitaine des justiciers, qui était le maître de la guilde de Nogodon, exigeait des réponses. Teju comprit qu'une telle présence, une telle arrogance et un tel pouvoir ne pouvaient appartenir qu'à quelqu'un d'important, ce qui signifiait qu'il devait formuler ses mots avec précaution. Pourtant, alors qu'il commençait à parler, il fut rapidement rejoint par le chef. Mais l'homme d'âge moyen ne se souciait pas de lui, et ne s'inquiétait que des bagages, qui semblaient en sécurité selon son porteur. Et tandis qu'il soulignait comment il avait été sauvé par quelqu'un, celui qui avait la barbe se retourna pour voir de qui il s'agissait. Le porteur reconnut immédiatement Lee Yong-hak, qui ordonna à ses forces qui arrivaient d'appeler une équipe de nettoyage. La cité libre répondait à un comité autonome plutôt qu'à l'empereur, et le capitaine des justiciers était un membre du comité avec droit de vote. Il était également le maître de guilde sans scrupules, chargé de la sécurité, ainsi qu'un maître éveilleur de rang. Et tandis que le boss lui faisait remarquer que tous les porteurs payaient sa guilde pour sa protection, le maître de guilde lui ordonna de se taire. Le barbu s'excusa d'être un moulin à parole et exhorta son collègue à remercier son sauveur, ce qu'il fit immédiatement. Li Yun demanda au jeune homme s'il n'avait vraiment rien à voir avec le massacre des orques, vu qu'il était porteur. Taïyu confirma cela et affirma qu'il s'était retrouvé seul avec le monstre d'élite, après que le mage qui avait éliminé les orques se soit évanoui d'épuisement de mana. Cela étant dit, les hommes du capitaine des justiciers l'exhortèrent à se mettre en route. Voyant comment ils avaient sécurisé les survivants et appelé l'équipe de nettoyage, Li Yunqing décida d'agir rapidement. Pourtant,
Il semblait avoir encore beaucoup à dire. Il conseilla au nouveau venu dans sa ville de ne jamais le contrarier un mauvais jour, ni lui causer de problème. Il partit ensuite en riant comme un fou, et en affirmant à notre protagoniste qu'il ne lui montrerait pas la même pitié qu'aujourd'hui. Une fois le membre du comité parti, l'ancien patron fut soulagé. Il demanda donc fermement à son collègue de ne jamais contrarier l'homme qui pouvait lui rendre la vie impossible dans cette ville. Taeyu tenta d'expliquer que Lee Yoon-king n'avait pas l'air si mauvais, pour finalement apprendre qu'il était un officier corrompu qui aimait les pots de vin et laissait passer certains crimes. En fait, toutes ces patrouilles n'étaient que des opérations de camouflage, et si les choses n'avaient pas été urgentes, il ne lui aurait pas demandé de l'aide en le croisant dans les bois. Puisque les maîtres étaient en gros des bombes nucléaires ambulantes, il fut conseillé aux nouveaux porteurs de les éviter et de descendre immédiatement ses bagages de la montagne. Taeyu était certain qu'il aurait été dans une situation difficile si le capitaine des justiciers n'était pas intervenu. Il réalisa alors rapidement qu'il avait perdu un mois entier après son partage d'âme, et qu'il était devenu arrogant après avoir tué quelques éveilleurs en utilisant des capacités qu'il avait obtenues facilement. Taeyu, tel qu'il était, n'oserait même plus regarder son ancien homologue. À partir de ce jour, il décida de prendre les choses plus au sérieux et fit le serment de devenir puissant. La cité libre de Guri possédait une infrastructure urbaine presque parfaite. Il y avait cruellement peu d'hôpitaux, car aucun bon médecin n'oserait mettre les pieds dans cet endroit dangereux. La plupart des aides-soignants étaient en fait une bande de charlatans fuyant la loi. C'est pour cette raison que les pharmacies et les armureries sont devenues incroyablement abondantes dans la cité libre. C'est pour cette raison que les pharmaciens avaient le pouvoir de rédiger des ordonnances et de délivrer des médicaments approuvés par le gouvernement ou le comité autonome. Certains pharmaciens ont même fait fortune grâce à cela, car ils étaient bien plus dignes de confiance qu'un hôpital louche. C'est pour cette raison que le protagoniste a décidé de vendre son remède contre le moustique mutant à 3 bandes. Le dernier mois a été fatigant pour lui, car il a passé ses journées à travailler comme porteur, son temps libre à ramasser des herbes, et ses nuits à s'entraîner aux arts martiaux. Pour ne rien arranger, il a été contraint d'atteindre la 3e étoile de ses arts martiaux, voyant à quel point la préparation de l'antidote était délicate. Mais grâce à cela, il a gagné en puissance, ce qui signifie qu'il ne serait plus facilement vaincu. Et si tout se passe bien, Taeju Kim pourrait bien gagner une fortune décente. En entrant dans le magasin, le client fut accueilli à la pharmacie Box Drugstore par l'employé au comptoir, qui lui proposa de lui procurer de nombreux produits. Notre héros révéla qu'il était là pour voir le propriétaire. Cela prit la dame au dépourvu. Taeju se révéla alors être un vendeur plutôt qu'un acheteur. L'homme au fond entendit tout cela. Il prit alors une profonde inspiration. Bak Hong-pyo, qui était également le directeur de son propre orphelinat, se présenta alors comme le PDG de cette pharmacie. Taeju le salua immédiatement et lui expliqua qu'il était là pour vendre certains de ses médicaments faits maison. Le vieil homme en avait assez, car un nouvel escroc frappait à sa porte tous les jours. Pour cette raison, il déclina rapidement l'offre et affirma au nouvel arrivant de la ville qu'il devait aller sur le marché du travail s'il voulait gagner quelque chose. Pourtant, dès que Taeju mentionna qu'il s'agissait d'un antidote contre les moustiques, le propriétaire fut intrigué. Il pensa même avoir mal entendu. Le protagoniste clarifia qu'il s'agissait d'un remède contre le moustique mutant à 3 bandes. C'est ainsi qu'il a piqué l'intérêt d'Ungyo. Il a précisé qu'il s'agissait d'un médicament oral, qui pouvait être pris à l'avance. Et lorsque le jeune homme a souligné que ses effets duraient environ 10 heures, le vieux propriétaire a été particulièrement énervé. Il était agacé par le fait que le jeune homme en face de lui n'ait même pas fait d'effort pour rendre son arnaque crédible. Le fabricant de médicaments leur a donné 2 autres flacons. Il leur a donné sa carte et leur a demandé de le contacter s'ils changeaient d'avis après les avoir testés. Leur date limite était minuit. Taeju a quitté les lieux en expliquant qu'il apporterait ses produits à quelqu'un d'autre s'il ne le contactait pas d'ici là. À ce moment-là, tout le monde dans le magasin est resté sans voix. Ils le voyaient tous comme une sorte de fou. À ce moment-là, le client a attrapé le flacon avec intérêt. C'était Park Jin-soo, le chef de sa propre équipe de raid, un habitué du magasin et un amateur de drogue, qui a demandé au propriétaire si cela était plausible. Hong-gu l'a d'abord regardé avec confusion. Il expliqua qu'il ne pouvait pas lui en parler tout de suite. Selon lui, tout serait clair une fois le médicament testé. Hong-gu n'en attendait pas beaucoup, car même les meilleures entreprises de l'Empire n'étaient pas capables de développer ce remède. Mais la confiance du vendeur l'intrigua. La dame pressa alors le client de poser la bouteille, mais il lui répondit qu'il fallait encore la tester. Le vieux propriétaire se retourna, horrifié. Il se mit à hurler sur son grand habitué pour avoir consommé sans précaution une drogue douteuse qui n'avait même pas été testée. Pourtant, après l'avoir introduite dans son organisme, Jin-soo déclara que la bouteille contenait simplement de l'eau. Le propriétaire fut stupéfait. Comme l'habitué avait beaucoup d'expérience en matière de potions, le propriétaire lui demanda s'il ne ressentait pas un quelconque effet de la drogue dans sa main. Pourtant, Jin-soo affirma une fois de plus, déçu, qu'il n'en ressentait rien, ce qui signifiait que c'était juste de l'eau. Cela dit, il qualifia le héros d'escroc et conseilla au vieil homme de jeter les bouteilles restantes. Malgré tout, Hong doutait toujours que le protagoniste ne soit qu'un de ses arnaqueurs quotidiens. Cela dit, l'habitué termina sa virée shopping. Lui et son équipe allaient attraper des grenouilles, et son petit test de dépistage de drogue l'avait fait arriver en retard à la fête. Bien que tous ces produits soient assez chers, l'homme décida de payer intégralement en espèces. Une fois ses achats terminés, l'habitué fit ses adieux à l'ancien propriétaire. Hong les exhorta à faire attention, pensant que Taeju était manifestement un arnaqueur, car personne ne pourrait jamais créer d'antidote contre le venin de moustique. Plus tard dans la journée, une bataille acharnée s'ensuivit. Les bêtes blanches semaient le chaos partout. À ce moment-là, le renforcement du bouclier fut activé. Jin-soo put se protéger de l'attaque des hirondelles à dents de lame.
qui n'aurait pas dû apparaître dans cette zone. À ce moment-là, son allié saisit fermement sa lame et se lança à l'attaque. Elle dit au chef d'équipe qu'il devait fuir immédiatement. Voyant qu'ils avaient désormais un chemin dégagé, la guerrière révéla qu'elle avait été piquée par un moustique et que la paralysie allait bientôt se déclencher. Son allié lui demanda d'attendre un peu plus longtemps, car il ne serait en sécurité que lorsque le dernier martinet qu'il manipulait serait éliminé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose d'horrible. Des moustiques mutants étaient apparus. Si Jinso subissait d'autres piqûres, il serait submergé par le venin et serait victime de sa paralysie. S'il s'effondrait au sol, toute l'équipe serait à la merci de la nature. Il commença à craindre d'avoir vraiment été empoisonné car son bouclier s'affaiblissait, se demandant ce qu'il avait fait de mal, puisqu'il avait pris des précautions concernant cette zone infestée d'insectes. Tout le groupe fut pris au dépourvu par les martinets à dents tranchantes, qui étaient apparus de nulle part sur le territoire des grenouilles mutantes. Cette attaque surprise détruisit immédiatement les combinaisons d'insectes de tout le groupe. Le chef adolescent commença à s'en vouloir, car sa négligence et sa panique l'avaient conduit à se faire toucher. Au début, les membres du groupe qui avaient été mordus par les insectes décidèrent de battre en retraite immédiatement. Cependant, pour une raison inconnue, les mammifères bloquèrent leur voie de fuite, ne leur laissant d'autre choix que de se battre. Jinso n'avait besoin que d'un tout petit peu plus de puissance pour vaincre le dernier martin et survivre. À ce moment-là, l'épéiste l'avertit d'une attaque imminente. Ce n'est qu'à ce moment-là que le chef d'équipe remarqua quelque chose d'horrible. Le monstre avait porté une attaque puissante. Sa lame avait réussi à percer son bouclier, et c'est ainsi que la barrière se brisa. Cependant, pour une raison inconnue, malgré la perte de sa compétence, Jinso ne perdit ni force ni mana. C'est à ce moment-là qu'il réalisa ce qui se passait. L'antidote qu'il avait consommé dans la boutique n'était en fait pas une arnaque. S'en rendant compte, il décida de se replonger dans le combat. Il saisit fermement son épée. Le chef d'équipe commença à penser que si l'antidote fonctionnait vraiment, la victoire n'était pas impossible. Plus tard dans la nuit, quelqu'un entra précipitamment dans la pharmacie de l'ancien propriétaire. Jinso se précipita pour parler au propriétaire. Il s'enquit du prix de l'antidote contre les moustiques et exigea d'acheter tout le stock. Quelque temps plus tard, au marché de la Cité Libre, une hirondelle à dents de lame, réputée incroyablement efficace pour l'endurance, était vendue 5 millions 1. Un peu plus loin, quelqu'un vendait une armure de bête magique en croûte, faite sur mesure pour 50 millions 1. Le garçon, qui avait grandi dans la ville frontalière de Puju, n'avait jamais mis les pieds dans un marché aussi grand et le trouvait assez animé. Tengu avait fait le bon choix en prenant un jour de congé. Afin de créer l'antidote contre les moustiques, il devait atteindre la 3e étoile. Le médicament nécessitait un contrôle précis de l'énergie interne afin d'extraire ce qui était nécessaire des herbes médicinales et vénéneuses. Cependant, comme le héros s'était surmené, son essence de poison était surchargée, ce qui signifiait qu'il avait besoin d'un certain temps pour digérer tout le poison. Mettant cela de côté, il commença à se souvenir d'une réunion dans un café. Hong Pyo avait exigé de signer un contrat pour acheter chaque flacon d'antidote. À première vue, le médicament fait maison semblait efficace. Le vieux propriétaire confirma cela et expliqua comment cela allait révolutionner la chasse en montagne, avant de s'excuser d'avoir traité le héros de charlatan fou. Onjio balaya alors cette question d'un revers de main et demanda combien de bouteilles le jeune homme avait produites. En apprenant qu'il y en avait 60 000 en stock, le vieil homme demanda ce qui se passerait une fois qu'elles seraient épuisées. Tira révéla donc qu'il allait en fabriquer d'autres. Sur ce camp, il reçut un contrat dans lequel le coût de production officiel était fixé à 10,0001, de sorte qu'elle pouvait être vendue à 50,0001, tout le reste compris. Voyant que la production ne lui coûtait que 101 par bouteille, Taira fut très satisfait et fit remarquer que le stock serait vendu pour 3 milliards 1. En apprenant que la taxe n'était que de 10%, il ne pouvait pas être plus satisfait de la ville sans foi ni loi. Taiwa décida alors de changer l'accord et de vendre exclusivement à la pharmacie de la banque avec une remise de 30% pendant 1 an. Mais le vieil homme affirma que c'était trop. Le héros fit donc remarquer que le vieil homme était directeur d'orphelinat. Il ajouta que, selon tout le monde, l'ancien propriétaire était pratiquement le père de tous les orphelins de la ville. Puisque la pharmacie finançait l'orphelinat, Taiyu déclara que c'était sa façon de l'aider en échange d'un atelier pour fabriquer le remède. Hong Pyo, bouleversé par tant de gentillesse, assura au héros qu'il avait l'endroit parfait pour lui. Cela étant dit, l'affaire fut enfin conclue. Après avoir obtenu le contrat ainsi qu'un gros chèque de paye, le héros décida de se rendre au célèbre marché de la ville à la recherche de matériel. Il commença à chercher partout à la recherche de quelque chose de convenable. Ce n'est qu'à ce moment-là que quelqu'un lui demanda s'il voulait une arme. Lorsqu'on lui demanda s'il lui parlait, l'homme confirma, affirmant que sa boutique était la meilleure de la ville. L'homme chauve géant prenant la pose de Jojo proposa même de faire une réduction spéciale à notre héros. Voyant à quel point il était beau, Tanjo se sentit dégoûté et déclara qu'il ne voulait rien acheter. Le saisissant par l'épaule, le forgeron insista pour que la viande fraîche vienne visiter son atelier solitaire. Le forgeron semblait banal, et aurait dû être au mieux un artisan passable. Pourtant, il se moquait facilement de quelqu'un qui avait atteint la 3e étoile en arts martiaux. Il aurait donc tout aussi bien pu être un maître artisan caché. Plus tard dans la boutique, après avoir jeté un coup d'œil aux boucliers, aux épées, aux marteaux et aux dagues, on demanda au héros son avis sur la collection. Voyant à quel point il était impressionné, le forgeron affirma une fois de plus qu'il était le meilleur de toute la ville. À ce moment-là, l'artiste martial empoisonné décida d'utiliser ses pouvoirs. Le forgeron tint parole, car contrairement à ce que son apparence laissait penser, ses produits étaient impeccables. Voyant cela, il décida de passer commande d'une centaine d'armes dessinées sur le papier. Après avoir jeté un coup d'œil aux dagues volantes en feuilles de saule,
Le forgeron fut intrigué par leur petite taille et demanda si elles étaient destinées à un usage personnel. Baldi expliqua alors que pour que les dagues soient efficaces, elles devaient être fabriquées en acier de mana. Téju lui demanda s'il pouvait terminer sa commande. L'homme confirma, mais expliqua que cela ne se ferait pas tout de suite, vu qu'il manquait de matériaux. Après un calcul minutieux et en ajoutant la remise pour la beauté du client, le forgeron demanda 250 millions comme prix total avec un acompte de 10%. Un coût aussi élevé pour 100 armes à usage unique ne surprit pas le héros qui décida de payer la totalité du prix d'avance. Cela étant dit, le forgeron promit d'envoyer le premier échantillon au héros une fois terminé avant de lui faire ses adieux. Après s'être occupé de ses armes, le protagoniste devait maintenant trouver une armure. Voyant qu'il avait besoin de vêtements avec suffisamment de poches pour transporter tous ses couteaux cachés, il supposa qu'il lui fallait une robe comme le vieux maître. Mais en l'imaginant, il réalisa qu'il ne ferait que se ridiculiser, et décida d'opter pour une tenue plus moderne. Pourtant, alors qu'il commençait à se demander quel genre de tenue il devait prendre, quelqu'un s'approcha soudainement de lui. Chu était intrigué. La dame aux oreilles de renard lui tendit un prospectus, affirmant que la nouvelle collection de Flame Boutique venait de sortir, et qu'ils avaient actuellement des manteaux en exposition. Téju comprit immédiatement qu'un manteau en cuir serait le substitut parfait d'une longue robe. Pendant ce temps, Doof mêlait quelque part dans la ville. Alors qu'ils exploraient tous les deux les rues, le château entra enfin dans leur champ de vision. Celle aux cheveux longs trouva plutôt ridicule qu'il y ait un mur autour de la ville à l'heure actuelle. Son ami aux cheveux courts acquiesça, expliquant qu'il s'agissait d'un lieu exclusif pour les personnes importantes, accessible uniquement par bateau. La dame qui discutait du comportement de la classe aisée de cette ville était Young Yoon-hee, l'héritière du groupe Bagdu et cadette de l'académie militaire. La personne à côté d'elle la trouva assez intimidante et lui demanda pourquoi elle était venue jusqu'ici pour un manteau en cuir de renard. Il lui fut révélé que le manteau était fait de fourrure de renard sibérien rare, ce qui lui conférait une excellente défense et le rendait idéal pour l'hiver comme pour l'été. En entendant cela, son compagnon aux cheveux orange affirma que ce manteau valait bien la peine de perdre une journée de congé. Bien qu'il ait été révélé que son grand-père, le président, lui avait prêté une carte noire, Yoon-hee refusa, affirmant qu'elle allait utiliser son propre argent. À ce moment-là, le train s'arrêta enfin au marché de Guri. Les passagers sortirent enfin du véhicule. Le cadet de l'académie militaire dit au secrétaire Kim qu'il ne devait pas perdre de temps et qu'il devait se rendre directement à la boutique. Pendant ce temps, Aike, de retour avec notre héros, il décida qu'il serait préférable d'avoir un manteau en cuir plutôt qu'une robe. Plus tard, en entrant dans la boutique, Tiango expliqua qu'on lui avait remis un prospectus à l'extérieur. Le secrétaire commença à se méfier, pensant que l'homme en voulait également au manteau. À ce moment-là, le propriétaire du magasin l'accueillit dans la boutique de Flamme, pour se rendre compte qu'il lui semblait assez familier. Tiango ne reconnut pas la femme devant lui, mais elle le reconnut immédiatement comme un porteur. La dame clarifia qu'ils avaient été dans la même fête il y a un mois lors de l'attaque des orques. Se souvenant enfin du mage, le protagoniste lui demanda la raison de sa présence là. La dame expliqua que cette boutique était son travail principal, et qu'agir en tant que mage n'était qu'un moyen de se faire de l'argent supplémentaire, avant de déclarer qu'elle l'avait cherché partout. En entendant cela, Tiangu décida de partir immédiatement, car il lui avait précédemment attribué le mérite d'avoir tué les orques, afin de rester à l'écart des projecteurs. Cependant, Tangua n'était pas tout à fait prêt à affronter la vérité, une fois la dame réveillée. Il décida donc de l'éviter, craignant qu'elle ne pose trop de questions. Pourtant, alors qu'il s'apprêtait à partir, il fut soudainement arrêté. Le mage voulait simplement savoir si le porteur était vraiment celui qui l'avait sauvé. Lorsque le Nogodan lui demanda si elle s'était évanouie après avoir épuisé son mana, elle décida de faire avec car son sauveur avait manifestement des secrets à garder. Tango tenta de nier les allégations, mais la dame se mit à trembler. Elle le remercia du fond du cœur, car c'était grâce à lui qu'elle avait pu récupérer les corps de son chef d'équipe et de son petit ami. Alors qu'elle fondait en larmes, le héros ne savait pas comment gérer la situation. Il était indéniable qu'il avait fini par lui sauver la vie, mais son objectif principal, qui était de tester ses capacités, pouvait être considéré comme égoïste. Pour cette raison, il se sentait indigne de la gratitude du mage. À ce moment-là, la secrétaire se mit à crier sur le vendeur, pour avoir fait attendre sa dame. La mage s'excusa immédiatement. Soudain, elle tomba à genoux. Soudain, la mage s'excusa fermement auprès de la dame, affirmant qu'elle était désormais incapable de lui vendre le manteau. Tohu en fut particulièrement confuse. La secrétaire éclata de colère, et se mit à lui crier dessus, se plaignant qu'après avoir traversé toutes sortes d'ennuis et fait un long voyage, il se voyait désormais refuser le paiement. La mage s'excusa une fois de plus, et affirma qu'elle voulait vraiment leur vendre l'objet le plus précieux de sa boutique, mais qu'elle avait trouvé un meilleur usage pour lui. Même si elle avait promis une compensation à la dame et à la secrétaire, la cadette en avait assez entendu. Sur ce, elle empêcha la secrétaire de continuer à crier. La dame décida de continuer son chemin. Tandis que la secrétaire hurlait à quel point tout cela était irritant, la dame importante affirma que ce n'était pas si grave. Alors qu'ils sortaient tous les deux du magasin, Tang commença à s'inquiéter d'avoir pu créer des problèmes inutiles. Lorsque le mage affirma que c'était elle qui devait s'excuser, Tangro lui demanda pourquoi elle avait décidé de garder le manteau. En entendant cela, la dame fit remarquer que les gens devaient toujours lui dire à quel point il était mauvais pour lire les autres. Après tout, il ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Le mage voulait lui donner le manteau coûteux. Tanjiro eut du mal à comprendre. Le mage voulait simplement lui rendre l'appareil en lui donnant le manteau en cuir de renard argenté. Le héros refusa immédiatement,
affirmant qu'il agissait par égoïsme à l'époque et que la sauver n'était pas son objectif principal. Mais la dame expliqua qu'elle se fichait complètement de ses intentions, car au bout du compte, il lui avait quand même sauvé la vie. Elle affirma que s'il voulait la rembourser, il devait sauver plus de gens afin que personne ne meure en vain, comme son petit ami. C'était la première fois que quelqu'un était aussi reconnaissant envers notre héros. Il avait vécu toute sa vie entouré de mauvaises personnes. Pourtant, à cause de la situation actuelle, il se sentait envahi par un sentiment étrange. Malgré tout, Tao ne détestait pas du tout cette émotion. Et donc, au final, il accepta le cadeau avec gratitude. Le mage en fut ravi et se précipita pour prendre ses mensurations. Pendant ce temps, dans le royaume des âmes perdues, le vieil homme s'ennuyait beaucoup. L'immortel à l'épée, Dong Bin Sonin, n'avait rien à faire dans cette maison de retraite infinie. À ses yeux, tout le monde s'habillait, se comportait et avait exactement la même apparence. Une seule personne était différente des autres. Bien qu'il soit également originaire de Murim, le démon venimeux suprême n'était pas comme les autres. Ayant changé de coiffure et s'étant fabriqué des vêtements de l'autre monde, il avait soit succombé à la folie de ce royaume, soit était tout simplement fou au départ. L'immortel à l'épée s'ennuyait tellement tout seul qu'il décida de demander à l'homme de lui apprendre à fabriquer une telle tenue. Et avec cela, il se décida enfin. Afin de persuader le démon venimeux, il décida de lui offrir un cadeau spécial, un fruit connu sous le nom de pêche céleste de ce royaume. Un peu plus tard, à l'orphelinat du vieux propriétaire, à l'un des étages souterrains les plus bas, quelque chose de louche se passait derrière une porte scellée. Après y avoir mis beaucoup d'efforts, Taiyou fut accueilli avec des résultats positifs. À ce moment-là, il reçut un appel. Ce n'était autre que le vieil homme qui venait d'apprendre que la fabrication de l'antidote était terminée. Hong Pyo en fut ravi, car ses étagères étaient presque vidées, ce qui surprit grandement le protagoniste. Après que la nouvelle du nouveau médicament anti-moustique fut rendue publique, le magasin grouilla d'aventuriers de toutes sortes. Pour couronner le tout, certaines personnes, comme le premier testeur du produit, l'achetaient en gros. Taiyou demanda au propriétaire de dire à tout le monde que d'autres bouteilles étaient en route et que chaque personne ne pouvait en acheter que 2 au maximum. Le vieil homme acquiesça, mais exprima son inquiétude quant à l'apparition de faux médicaments à tout moment. Malgré tout, cela ne dérangeait pas notre héros. Selon lui, s'ils étaient copiés, il devait simplement créer un nouveau produit, sachant pertinemment que personne ne pourrait fabriquer ce remède sans l'art de l'esprit du poison. Alors que le PDG était sur le point de mettre fin à l'appel, déclarant qu'il limiterait le volume des ventes en attendant l'approvisionnement, Taiyou demanda la machine d'emballage. Et alors qu'il commençait à se plaindre du fait que l'emballage du médicament prenait plus de temps que sa création, ce qui expliquait pourquoi il était coincé dans son laboratoire depuis 7 jours, on lui en promit une bientôt. Pendant ce temps, à l'extérieur de la pièce, 2 orphelins débattaient pour savoir si la personne à l'intérieur était un fantôme ou un mendiant qu'il fallait expulser. Le garçon assura à la fille qu'il n'y avait pas de fantôme dans leur base secrète et qu'il s'agissait simplement d'un sans-abri qu'il fallait expulser. Un mouvement soudain fit alors sursauter les enfants. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et une présence inquiétante émergea de la fumée. Dès que l'homme à l'air louche parla, le cœur des enfants se serra. Et c'est ainsi qu'ils s'enfuirent tous les deux pour échapper au fantôme qui sentait mauvais. Téju, qui avait passé d'innombrables heures à emballer les bouteilles, trouvait les enfants plutôt impolis de l'insulter. Le protagoniste doutait que son odeur soit si horrible, alors qu'il n'avait pas pris de douche depuis 7 jours. Il se souvint qu'il avait rendez-vous avec son ancien patron, parce qu'un de ses employés s'était enfui, et qu'il risquait d'être en retard s'il perdait du temps à se doucher. Ce n'est qu'à ce moment-là que quelqu'un s'approcha de lui. La personne en question semblait être une dame. Elle avait appris par son père que notre héros avait signé un contrat avec lui afin de travailler sur une sorte d'antidote. Le protagoniste affirma qu'il était Kim Tae-ju et demanda à la femme en face de lui quelle était son identité. Il s'avéra que la dame venait de l'orphelinat et s'appelait Baek-sun. Elle était venue ici pour vérifier l'état du fantôme dont les enfants l'avaient mise en garde. Et on voulait donc également lui livrer un colis spécial. En lisant l'étiquette, Tae-ju comprit qu'il s'agissait du prototype que lui avait envoyé le forgeron et remercia la dame. Cela dit, elle l'exhorta à rester en bons termes avec son père. Et tandis qu'elle prenait congé, Sun le supplia d'aller prendre une douche avant de quitter l'orphelinat, et continua son chemin. Peu de temps après, son excitation prit le dessus lorsqu'il décida d'examiner le prototype des poignards volants avant de prendre sa douche. En ouvrant le paquet, il trouva une note à l'intérieur. C'était une note du forgeron, lui demandant avec insolence de lui faire savoir si le prototype avait besoin d'être amélioré. On pouvait dire sans risque que notre héros n'était pas du genre à s'intéresser à ce genre de choses. Et il déchira donc rapidement la note. Soulagé, Tae-ju décida d'examiner l'une des lames. Il en fut très satisfait car elle était tranchante et robuste. Son équilibre était excellent, et sa prise en main était agréable. Et voyant à quel point ses armes s'avéraient excellentes, le jeune homme commença à attendre avec impatience le manteau. Il se rappela comment on lui avait offert cet objet coûteux gratuitement. Pourtant, voyant comment il avait gagné un peu d'argent, il décida de faire le bon choix et de payer. Tae-ju se rappela alors qu'il manquait de temps, et se précipita pour aller prendre une douche. Un peu plus tard ce jour-là, à la frontière des bêtes magiques sur la montagne, le protagoniste rejoignit enfin le reste du groupe. Il salua immédiatement son ancien patron. L'homme l'accueillit à bras ouverts. Tae-ju s'excusa d'être en retard, alors le patron révéla qu'il venait d'arriver avant de le remercier d'être venu si vite. Mais alors que notre héros affirmait au patron qu'il ne faisait que le remercier de la gentillesse qu'il lui avait témoignée, quelqu'un de grossier commença à parler. Cette personne était irritée qu'un simple porteur retarde leur chasse et lui demanda de s'excuser. Cette personne arrogante était un débutant connu sous le nom de Jang Wan-jun,
un membre de l'équipe de raid, qui leur rappela qu'il ne s'agissait pas d'une réunion sociale. Teju demanda à cet homme de faire attention à ses paroles et affirma qu'il n'avait aucune raison de s'excuser. Le fait qu'un individu sans grade lui ait parlé de la sorte a grandement irrité les péistes, car il pensait que le porteur devrait simplement se soumettre à eux et s'excuser. Teju a ressenti un désir ardent de tuer cet agaçant, et a compris pourquoi le premier type qu'il remplaçait s'était enfui. À ce moment-là, on lui a expliqué que la sanction pour rupture de contrat était élevée, et on l'a exhorté à se contrôler au maximum alors que les insultes continuaient de pleuvoir. Ayant vécu toute sa vie à être insulté, Teju a décidé de jouer le jeu et a finalement présenté ses excuses. À ce moment-là, les autres membres du groupe ont demandé à l'épéiste d'arrêter de perdre son temps, en soulignant qu'il était vraiment sur le point de trancher le porteur. Cela étant dit, alors que le boss commençait à s'excuser auprès de notre héros, le chef d'équipe a ordonné à tout le monde de bouger. Teju était intrigué par le fait qu'ils allaient faire un raid qui nécessitait 15 personnes, avec un groupe de seulement 7 personnes. Il a décidé d'avertir le groupe que, bien qu'il soit à la mode de couper les membres du groupe à cause de l'antidote contre les moustiques, ils avaient besoin de plus de personnes pour cela. L'épéiste interpella le porteur pour avoir osé répondre, mais Tienhua affirma qu'au cas où il serait en danger, il ne participerait pas au raid. À ce moment-là, le membre du groupe déclara qu'il en avait assez de quelqu'un qui était voué à la mort. Cela intrigua grandement notre héros. Wanjun décida de tuer immédiatement l'arrogant. Le chef d'équipe rappela à son membre du groupe qu'ils avaient besoin des porteurs, et menaça de tuer Tio s'il continuait à répondre. Wanjun affirma que les porteurs de la cité libre devaient mener une vie facile, car il n'en avait jamais vu un assez arrogant pour remettre en question le nombre d'un groupe. Le chef d'équipe plaisanta en disant que s'il continuait à insulter le porteur, il risquait de s'enfuir. L'épéiste déclara donc qu'il le tuerait tout simplement. Tio n'en pouvait plus et commença à se demander s'il ne devait pas simplement tuer ces vils êtres au lieu de subir leurs insultes, vu qu'il était désormais assez fort. Cela étant dit, le chef du groupe demanda à tous les membres de boire leur antidote avant de continuer leur chemin. Le boss s'est ensuite excusé auprès du héros de lui avoir causé autant de problèmes. Tio a donc affirmé que tout allait bien et leur a demandé s'ils étaient d'accord avec seulement 7 personnes. Le terrain de chasse du jour était la zone de Blade Tooth Martin, et grâce à l'antidote, les groupes avaient désormais besoin de moins de personnes et plus de combinaisons anti-insectes pour pouvoir continuer. Le boss a déclaré qu'il était rassurant d'avoir 2 débutants à ses côtés avant de remettre à notre héros une bouteille d'antidote. Tio a accepté son propre produit avec le sourire en pensant à tout le bien qu'il avait fait. Il a commencé à se rappeler comment le mage lui avait dit que pour la rembourser, il devait simplement sauver plus de personnes de la mort en vain. Pourtant, même si ses nouvelles capacités sauvaient d'innombrables vies en les protégeant des moustiques, elles l'avaient également influencé. 2 fois de suite, Tao n'a ressenti aucune hésitation à l'idée de tuer les membres du groupe. La principale raison derrière cela était son lien avec le démon suprême du poison. Cet homme n'était pas du tout du genre à pardonner, et donnait la priorité à tuer ceux qui lui avaient fait du tort. À cause du partage d'âmes, notre héros avait acquis son cœur venimeux. Pourtant, il n'était pas contre cela, voyant à quel point il était trop impuissant tout seul pour survivre sur Terre. To demanda alors au boss de rester près de lui. Mais l'homme tenta de faire valoir que malgré leur mauvaise réputation, il serait plus sûr pour lui de rester avec un éveilleur. Le héros affirma qu'il était sérieux à ce sujet car il pouvait sentir une sorte de présence sombre au plus profond de la forêt. C'était un monstre féroce qui dirigeait ses griffes vers eux. Un jour à Murm, alors que le clan Zuji était en train de brûler, Waso, celui qui était derrière tout cela, fit son entrée. Le vieil homme au sol se retrouva épuisé et blessé. Juji-chon, le patriarche du clan, hurla sur Dangunok pour avoir osé leur causer autant de problèmes. À ce moment-là, le venimeux se mit à rire du démon de la foudre. Il fit même remarquer que le vieil homme devant lui et le reste de son clan avaient travaillé en secret avec le culte démoniaque. Le patriarche hurla qu'il s'agissait d'un coup monté, car ils étaient l'un des 5 grands clans. Cependant, celui qui contrôlait les lames affirma que tous les disciples démoniaques étaient des menteurs avant de lui lancer quelque chose. Le vieil homme fut complètement horrifié. La tête de son fils roula à ses pieds. Le démon venimeux affirma que c'était ce qu'il méritait pour avoir osé sacrifier des civils afin de créer la pilule de sang démoniaque. Il le défia alors de prétendre une fois de plus qu'il s'agissait d'un coup monté. Le démon venimeux méprisait grandement les gens, comme le démon de la foudre, qui sacrifiait les faibles pour leur propre bien. À ce moment-là, le vieil homme tenta de marchander sa vie, promettant en échange des informations sur le démon céleste. Malgré tout, le jeune homme ne pouvait pas ignorer le fait que d'innombrables âmes étaient mortes à cause des péchés du démon de la foudre. Pour cette raison, il décida de le punir immédiatement. Et c'est ainsi qu'une pluie de lames empoisonnées lui fut infligée. L'homologue de notre héros voulait profondément infliger le même châtiment au démon céleste. De retour sur Terre, les membres du groupe étaient soulagés de voir que la chasse aux martinets était devenue un travail facile, puisqu'ils n'avaient plus à se soucier des moustiques. L'épéiste était ravi du butin écrasant et interpella le peureux pour avoir douté de leur succès, affirmant qu'il serait toujours porteur. Tijio lutta pour contenir sa rage, car le groupe ne réussissait que grâce à l'antidote qu'il avait créé. À ce stade, il commença sérieusement à penser à les tuer. Pourtant, au final, il décida de ne pas faire de ses adversaires embêtants les premières cibles de ses nouveaux couteaux de lancer. Tego savait pertinemment que le groupe aurait eu beaucoup plus de mal à chasser les bêtes sans son antidote. Malgré tout, il doutait fortement de leur capacité à gérer la suite. Une fois de plus, le héros avertit le boss du danger imminent et l'exhorta à rester à proximité, mais l'homme était particulièrement confus.
Tijou affirma qu'ils allaient devoir faire face à un défi simple et célèbre dans cette montagne, l'attaque d'une bête magique. En voyant la créature, le boss se mit à trembler. Tous furent horrifiés par l'apparition d'un loup à fourrure rousse. Pourtant, Tigo rassura le boss en lui disant qu'il n'avait rien à craindre et le pressa de tenir son sac à dos, ce qui le laissa particulièrement intrigué. Ce loup était un adversaire qui nécessiterait un joueur de rang normal pour être éliminé. Pourtant, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus effrayant à leur sujet, car ces animaux se déplaçaient par groupe de 10. Weijun fut pris au dépourvu par l'apparition du deuxième loup, et commença donc à brandir son épée dans l'espoir de tuer les créatures. Mais le loup esquiva rapidement la lame qui approchait. Voyant cela, l'épéiste commença à paniquer et demanda ses ordres au chef d'équipe. Pourtant, le chef d'équipe en question avait déjà commencé à s'enfuir. Alors que la fille qui l'accompagnait hurlait de panique, l'individu méprisable lui assura qu'il s'en tiendrait simplement à leur plan habituel. Ils allaient projeter les porteurs afin de distraire les loups pour qu'ils puissent s'échapper en toute sécurité. Sur ce, le vieux chef commença à paniquer et supplia Teju de trouver une solution. Notre héros fut plus qu'heureux de le faire. Il lança immédiatement son projectile en utilisant l'art de la dague volante en un éclair. Et juste comme ça, la dague se déplaça à grande vitesse, frôlant le crâne de l'épéiste ainsi que le visage du chef d'équipe. Finalement, elle finit par se coincer dans un rocher. Et juste comme ça, des cris d'agonie résonnèrent dans toute la forêt. Le chef fut horrifié par ce qu'il avait vu. Teju interpella alors le premier pour avoir abandonné sa propre équipe, et le second pour avoir voulu sacrifier les membres les plus faibles pour se sauver. Il n'y avait rien que notre héros méprisait plus que les lâches qui rejetaient les faibles pour eux-mêmes. Les épéistes et le chef d'équipe souffraient toujours car ils avaient perdu leurs oreilles. Ce n'est qu'à ce moment-là que Wenju remarqua quelque chose d'absolument stupéfiant. L'un des loups était déjà tombé raide mort. Le boss tremblant demanda au protagoniste comment il avait pu tuer le monstre d'un seul coup. À ce moment-là, le loup rouge restant décida de venger sa compagne. Pourtant, l'artiste martial n'en voulait pas. En colère, il menaça de mettre fin à la vie de la bête si elle osait bouger. Teju se tourna alors vers le groupe et demanda si c'était normal pour eux. Il voulait savoir s'ils sacrifiaient toujours le membre le plus faible lorsqu'ils se trouvaient dans une situation périlleuse. Weijun rola qu'il était tout à fait naturel que les moins importants meurent pour le bien des éveilleurs. Teju s'attendait à une telle réaction. Il décida donc de faire goûter au groupe leur propre médecine. Et comme ça, il se relocalisa rapidement dans un endroit sûr. Teju leur ordonna alors de se battre. Les borgnes restèrent abasourdis. Puisqu'il avait déjà tué le premier loup, il voulait que le groupe s'occupe du second. Le chef d'équipe déclara que c'était une absurdité totale et affirma que Teju regretterait d'avoir mis les éveilleurs en colère. Il se mit alors à hurler sur son compagnon horrifié qui lui avait promis une belle récompense s'il les aidait. Et voilà qu'un autre couteau lui fut jeté. Teju en conclut que le grand n'avait pas besoin de ses oreilles, car il ne semblait pas comprendre les mots. Le protagoniste leur rappela alors que son travail consistait à porter des affaires tandis que le leur était de se battre. Il commença même à les critiquer car ils étaient beaucoup plus confiants lorsqu'ils combattaient les martins. Et voilà qu'il leur ordonna de se battre. Teju était assez sérieux à ce sujet. Tout le monde fut choqué, en particulier les épéistes, qui affirmèrent qu'ils ne se plieraient pas à ses exigences. Pourtant, Teju les avertit qu'ils ne pouvaient pas se permettre de refuser avec le loup rouge sur les bras. Cela étant dit, le porteur d'épée demanda aux membres de son groupe de tenir bon. Et voilà qu'il fut giflé. La patte de la créature était assez forte pour lui faire tomber la tête des épaules. À ce moment-là, le chef du groupe promit de tuer le porteur. Pourtant, tout en maudissant l'agneau sacrificiel, il ne remarqua pas le loup qui était désormais à côté de lui. Et juste comme ça, la moitié supérieure du chef du groupe fut mordue par le loup. Alors que les deux femmes restantes décidèrent de s'enfuir, la créature s'occupa immédiatement de l'une d'entre elles. Et donc, comme il ne restait plus qu'un seul membre du groupe, la créature impitoyable se concentra sur sa dernière proie. Et juste comme ça, elle utilisa ses puissantes mâchoires. Elle acheva le dernier membre du groupe. La créature détourna alors son regard. Après tout, il y avait une proie de plus pour elle au sol. Le boss commençait à s'inquiéter, car le monstre le regardait comme un encas. Teji était particulièrement agacé, car il voulait laisser la créature en vie si elle avait choisi de s'enfuir. Après avoir tué un groupe de moins que rien, le loup semblait être devenu arrogant malgré avoir été témoin de l'écart de pouvoir entre lui et le protagoniste. Avec cela, il ne restait plus qu'une seule option. Teju décida de lui ôter la vie. Cela étant dit, il canalisa toute sa puissance. Et voilà que la paume empoisonnée du seau de sang se déchaîna sur la créature. Cela provoqua une onde de choc géante qui atteignit les cieux. Le boss resta sans voix, car il ne s'attendait pas à ce qu'une personne non éveillée soit aussi puissante. À ce moment-là, il réalisa qu'à l'époque, c'était Tio qui avait éliminé les orques, et qu'il avait essayé de se cacher en donnant tout le mérite aux mages. Sur ce, le boss commença à se demander ce que Tio lui réservait, car il avait été témoin de toute la scène. Il tomba donc à genoux et le supplia de le laisser en vie. Teju rassura le boss en lui disant qu'il n'avait aucune intention de lui faire du mal. Ce fut un énorme soulagement. Lorsqu'on lui demanda s'il était blessé, l'homme clarifia qu'il allait parfaitement bien. Teju décida alors de demander une faveur au boss. D'un regard menaçant, tout était clair. Le porteur frissonnant comprit immédiatement qu'il devait garder le silence sur ce qui venait de se passer. Et cela étant dit, ils décidèrent tous les deux de quitter la montagne. Quant aux cadavres, ils furent laissés à pourrir au soleil. Teju, qui se rappelait déjà de son combat contre le premier lieutenant, commença à penser à la façon dont les bêtes mangeraient les cadavres et à la clarté de sa conscience. En fait,
Ni lui ni son homologue maître d'arts martiaux ne pouvaient tolérer ceux qui sacrifiaient les faibles pour leur propre bien. Ils ne pouvaient s'empêcher de comparer ces individus de basse extraction à ceux du clan Zhui. Pendant ce temps, au siège de la pharmacie Uji, au château de Guri, une réunion se tenait dans la salle de conférence. Les personnes présentes étaient scandalisées par le fait que les ventes avaient chuté de 50%. Ils commencèrent à blâmer Tiju et Hongpyo pour cela, car tout le monde était attiré par la pharmacie Baek à cause du remède contre les moustiques. Les plus gros hurlèrent qu'ils avaient fermé les yeux trop longtemps et qu'ils auraient dû écraser leur petit rival depuis longtemps. Oh Bambach, le président de Saipyong, leur rappela que bien qu'il possédât la plupart des armements de la ville, Chongwon possédant le reste, Baek était le seul à ne pas se soumettre. Le président Li Jilio de la pharmacie Gourge-Nuri reprocha au comité de protéger Hongpyo, simplement parce qu'il était propriétaire de l'orphelinat. Nambok dit à son gros ami qu'il devrait essayer de trouver une solution au lieu de se plaindre, ce qui faillit déclencher une dispute. À ce moment-là, Jo Unok, le représentant de la pharmacie Yuje, calma les deux hommes qui se disputaient sans arrêt. Il déclara qu'ils devaient travailler ensemble et faire preuve d'honnêteté. Il commença par admettre que son groupe avait échoué. À première vue, aucune grande entreprise n'avait réussi à copier le remède fabriqué par le protagoniste. Malgré tout, Nambash était certain que son entreprise serait capable de créer l'antidote avec le temps. Ses collègues crièrent qu'ils s'en fichaient complètement et affirmèrent qu'ils avaient besoin d'une solution immédiate afin d'éviter la faillite. Cela étant dit, le représentant de la pharmacie Yuji affirma qu'ils avaient les mains liées et que, malgré leurs inquiétudes concernant le comité, ils devaient procéder comme d'habitude. Le gros attendait beaucoup de son ami et lui demanda s'il en avait terminé avec l'enquête. Le représentant décida de partager ces informations. Ils découvrirent que le créateur de l'antidote était un officier démobilisé de 29 ans, fils aîné du général de brigade Kim Bong de Padu. Nambak fut mécontent de ces informations, car cela signifiait qu'il ne fallait pas s'en prendre au protagoniste, puisqu'il était le fils d'un maître. Pourtant, Unok affirma que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. D'après leurs informations, Teju était un rejeté du mana qui était devenu soldat après avoir été expulsé de chez lui, et son père avait une femme japonaise qui voulait sa mort et avait 2 fils à elle. Le gros homme imagina immédiatement que le protagoniste s'était enfui de chez lui. Uno confirma cela, et décida d'aller rencontrer Teju, afin de lui faire une offre encore plus lucrative que celle de Beongpyo. En cas de refus, ils adopteraient simplement leurs habitudes sanglantes habituelles. Plus tard dans la journée, au corps de défense des bêtes magiques de l'armée impériale au Mont Juri, quelqu'un frappa à la porte du commandant. Le responsable voulait savoir si ces informations étaient arrivées. L'officier a confirmé en affirmant que ces informations leur avaient été transmises par le comité d'autonomie de la Cité Libre. Après avoir pris connaissance des informations personnelles de notre héros, le commandant s'est rendu compte qu'il était le fils du général Kim, un rejeteur de mana. Dans le passé, l'armée avait demandé un contrat d'approvisionnement qui avait été rejeté par la Cité Libre. Mais comme le fabricant était un soldat, ils avaient peu, moins être encore une chance. En acquérant l'antidote, l'armée pourrait lancer une vaste opération de soumission avant la vague de bêtes magiques. Le lieutenant-général Owen Shing, de rang supérieur, pensant que les choses seraient faciles puisqu'un père et son fils sont toujours proches, a exigé une rencontre immédiate avec le général Kim. Le lendemain, dans la ville natale de notre héros, dans le bureau de son père, le général a finalement raccroché le téléphone. Cela étant dit, il a pris une profonde inspiration. Sa femme a exprimé sa surprise de voir Tai Joel devenir si important, alors qu'il était autrefois trop faible pour aller à l'université. Sur ce nain, elle se précipita pour réserver des billets pour la Cité Libre, prétextant qu'il devait aider le jeune homme nouvellement riche, car il pouvait très facilement tomber dans le panneau d'une arnaque. Pourtant, il l'exhorta à ne pas l'embêter. Le père ne voulait rien avoir à faire avec le mouton noir de la famille qui avait été rayé du registre familial. Sa femme, en colère, lui rappela que, malgré le registre, ils étaient toujours liés par le sang et devaient s'entraider. Et pourtant, alors qu'il en appelait à sa conscience, elle réalisa qu'il était au courant de sa demande d'assassinat. Elle se mit à trembler, mais se rassura en se disant qu'il n'y avait aucune preuve. Le premier lieutenant étant déjà mort, elle hurla à son mari de demander à son fils l'antidote militaire, car cela l'aiderait grandement dans son évaluation de promotion. Elle affirma que le territoire de sa famille ne pouvait plus les faire vivre, et que le général devait également penser aux frais de scolarité de ses 2 autres fils. C'est pourquoi le général Kim lui demanda d'aller voir elle-même son beau-fils. Il lui rappela que ses intentions étaient claires. Cela dit, la femme fut frustrée et quitta la pièce d'un seul coup, prétextant qu'elle allait faire ce qu'elle voulait avant de claquer violemment la porte derrière elle. Le général était enfin seul. Son fils, qu'il avait présumé mort après des mois de disparition, menait une vie bien remplie dans la Cité Libre. En fait, le père était heureux de voir que son fils passait le reste de ses jours heureux. Pendant ce temps, sur le marché animé de la Cité Libre, à l'intérieur de la boutique des Flammes, parmi d'innombrables costumes coûteux qui se ressemblaient, le protagoniste reçut une tenue pas comme les autres. Le mage affirma qu'elle lui allait très bien. Teju était particulièrement satisfait de cet excellent manteau en cuir de bête magique. Il n'était pas lourd, avait de bonnes caractéristiques défensives ainsi qu'un bon contrôle de la température, et sa couleur était également parfaite. Pour couronner le tout, le mage lui avait donné les nombreuses poches qu'il avait demandées. La dame qui avait trouvé cette demande étrange en comprit finalement le sens, voyant que Teju utilisait de nombreuses armes, et lui demanda s'il était également un chasseur. Teju décida de payer ses 3,4 milliards pour un nouveau manteau. Mais le mage affirma qu'elle ne faisait que lui rendre sa gentillesse. Notre héros fit remarquer que la dame avait dû être assez gênée à cause de lui,
car ce cadeau était déjà destiné à quelqu'un d'autre. Mais le mage le rassura en lui disant qu'elle avait déjà dédommagé le client en question. Tengu prit un bref instant pour réfléchir. Sa décision prise, il décida de demander plusieurs autres produits. Son objectif était d'aider l'entreprise de la dame, tout en acquérant de nombreux cadeaux pour les orphelins. Le mage n'eut d'autre choix que d'accepter, et lui demanda d'attendre, pendant qu'elle emballait tout. C'était plutôt rafraîchissant pour elle d'avoir affaire à une bonne personne pour une fois, plutôt qu'à un réveilleur irritant ordinaire. À ce moment-là, quelqu'un d'autre entra dans la boutique. Un homme mystérieux se précipita pour saluer notre héros, affirmant qu'il le cherchait. Il s'approcha ensuite de lui tranquillement. Duno se présenta comme le PDG de la pharmacie Uji. À ce moment-là, Tianju se méfia de l'homme. Le PDG comprit rapidement que cette visite inattendue avait énervé le protagoniste. Le jeune homme affirma que c'était le cas, et demanda au PDG comment il avait pu le trouver. Uno clarifia que l'association des pharmaciens savait tout de la cité libre. Cela étant dit, il décida d'aller droit au but. Johan exigea que le héros leur vende l'antidote contre les moustiques. Tenju ne put s'empêcher de se sentir menacé. Le PDG affirma qu'il ne demandait qu'une faveur, ce que notre héros déclina aussitôt. Hong Sok lui proposa même tous les moyens de rompre le contrat avec Bongpyo. Pourtant, Tianju affirma qu'il avait déjà donné sa parole. Lorsqu'on lui demanda de vendre la formule pour 5 milliards 1, notre héros clarifia qu'il ne la vendrait jamais à si bas prix. Le PDG commençait à perdre patience. Il clarifia au jeune homme que le contrarié ne lui faciliterait pas la vie dans la cité libre. Mais l'artiste martial s'en fichait éperdument et renvoya l'homme. À ce moment-là, la dame sortit pensant qu'un client était entré. Tenju expliqua donc qu'il ne s'agissait que d'un mendiant qu'il avait renvoyé. Une fois dehors, Junso décida de faire ravaler ses paroles au protagoniste. Il passa donc immédiatement un coup de fil et exhorta ses hommes à reprendre les opérations habituelles. Plus tard, dans la journée, à la frontière de la ville libre où le manoir du protagoniste était en construction, on le vit porter de nombreux sacs. Il arriva enfin à cet endroit. Le vieux propriétaire fut intrigué de le voir porter autant de choses. Taiyu expliqua qu'il avait acheté des vêtements aux orphelins pour exprimer sa reconnaissance à leur directeur. À ce moment-là, le vieil homme se mit à pleurer. Il était bouleversé par la gentillesse du héros au point qu'il promit de devenir une personne encore meilleure. Taiyu fut ravi de cette réaction. Il était également reconnaissant envers Onyo, car grâce à lui, la construction de son manoir s'était déroulée sans heurts. Et lorsqu'il fit remarquer qu'il voulait accepter sa proposition, le vieil homme lui demanda s'il en était certain. Taiyu déclara qu'il avait pris sa décision après avoir reçu la visite de Jun, ce qui mit grandement en colère le réalisateur qui craignait que le PDG ait fait du mal au protagoniste. Taiyu le rassura en lui disant qu'il était simplement menacé et lui expliqua que cette interaction lui rappelait la façon dont les gens traitent les faibles. Pour cette raison, il décida de suivre le conseil du vieil homme et de créer sa propre entreprise pharmaceutique, exhortant l'ancien patron à continuer de l'aider. Taiyu demanda alors au vieil homme de continuer le bon travail de construction jusqu'à son retour. En attendant que sa nouvelle entreprise voie le jour, le héros déclara qu'il voulait aller créer de nouveaux médicaments. Cependant, au fond de lui, il était particulièrement agacé par le fait que personne n'avait remarqué son nouveau manteau coûteux. L'art de l'esprit empoisonné de la forme du chaos fut développé par le démon venimeux suprême, le guerrier le plus puissant de tout Murm. C'était un mélange des techniques traditionnelles de son clan, ainsi que de la culture du chi des 5 éléments, avec un peu d'inspiration d'autres arts martiaux. Il était divisé en 10 étoiles, chaque niveau permettant à l'utilisateur d'acquérir une nouvelle capacité. Après avoir obtenu 10 étoiles, il fallait l'illumination pour obtenir l'esprit du poison, qui était la clé de la technique secrète du règne des 10 000 pédales torrentielles. Cette technique permettait au démon venimeux de vaincre le démon céleste qui était à la tête de son culte démoniaque. De retour sur Terre, dans la zone d'épidémie de bêtes magiques, une puissante onde de choc s'était produite. Un combat entre l'homme et la bête avait éclaté. L'utilisateur du poison prit une profonde inspiration. Il saisit fermement son couteau avant de le planter dans le crâne de son adversaire. Et c'est ainsi que le monstre géant fut vaincu. Tianju put remporter une victoire écrasante. Il ne s'attendait pas à ce que quelque chose appelé le lynx à griffes venimeuses soit aussi grand. En raison de sa peau dure, Tenju eut du mal à le combattre avec son énergie interne et ses armes. Il était actuellement à la 3e étoile, et se situait entre un guerrier de premier et de second ordre, ce qui était un état de puissance pitoyable, et la raison pour laquelle il avait besoin de consommer le poison des monstres. Tenju tomba sur une grosse gemme empoisonnée, et commença à penser à la facilité avec laquelle la cultivation était une tâche avec les connaissances du vieil artiste martial. Voyant qu'il avait toutes ses connaissances de son côté, il serait facile pour notre protagoniste de progresser rapidement. Au début, son corps était incapable de supporter beaucoup de poison, mais en voyant comment il s'était maintenant stabilisé, il était enfin prêt à dépasser la 3e étoile. Pour cette raison, il commença à fantasmer sur le poison du cerf aquatique empoisonné au sport. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il reprit ses esprits et réalisa qu'il devait récupérer ses couteaux de lancer très coûteux. Le cerf aquatique empoisonné au sport était une créature pacifique qui n'attaquait pas les humains. Il avait 2 bosses sur le dos, ce qui le rendait comparable à un chameau. En un clin d'œil, Tenju décapita la pauvre créature sans y penser à 2 fois. Le plus terrifiant chez cette créature était que ses bosses explosaient à sa mort. Ces spores toxiques microscopiques étaient alors libérés dans l'air. Le héros se retrouva ainsi entouré d'innombrables bulles toxiques. Ce poison était suffisamment puissant pour faire fondre les masques à gaz et mettait 60 minutes à se dissiper naturellement. Après un examen minutieux,
le héros décida d'absorber le poison immédiatement, car c'était le plus puissant qu'il ait jamais vu. Et c'est ainsi que tout commença. Tanju commença à utiliser son pouvoir pour absorber le poison. Il fit de son mieux pour se concentrer. Son objectif était de concentrer toute l'énergie du poison. Ce faisant, il serait capable de l'absorber. Si le protagoniste parvenait à absorber tout le poison, il pourrait enfin atteindre l'étoile suivante. Plus tard dans la journée, après d'innombrables heures de circulation du chi, le héros commença à penser qu'il avait être absorbé trop de poison de cerf, car il avait passé beaucoup de temps à le transformer en énergie interne. Puisque la Terre avait une meilleure diversité de poisons que le monde Marshall, notre héros était assuré d'une croissance rapide, il refusait de ressentir à nouveau de la faiblesse. En fait, il ne voulait plus s'incliner devant qui que ce soit. Avec cela, après d'innombrables heures de dur labeur, Taiyu Kim a finalement obtenu la 4e étoile. Cela étant dit, il s'est enfin relevé. Son voyage vers la montagne a été plus long que prévu. Oui, il a pu devenir plus fort, et a même trouvé un antidote au poison du cerf aquatique. Taiyu a donc décidé de rentrer chez lui. Voyant à quel point il était inquiet pour la pharmacie YG, il ne voulait pas perdre plus de temps. Ce soir-là, à la pharmacie de l'ancien propriétaire, le héros a finalement posé son sac à dos. Taiyu s'est alors précipité pour saluer le vieil homme. Il a supposé que les choses devaient très bien se passer, vu que les étagères étaient vides. Vic a exprimé à quel point il était inquiet, car le protagoniste était injoignable depuis 15 jours d'affilée. La réceptionniste inquiète lui a également souhaité la bienvenue. Taiyu s'est excusé et a expliqué qu'il devait se concentrer sur l'entraînement et la recherche avant de poser des questions sur le problème en question. Il s'avéra que de nombreuses sociétés pharmaceutiques avaient retiré leurs produits de leurs rayons et ne voulaient plus en fournir. Pour ne rien arranger, le service d'approbation des médicaments du comité d'autonomie demanda la liste des ingrédients de l'antidote afin de vérifier les effets secondaires. Taiyu comprit immédiatement que Junso était derrière tout cela. Le propriétaire expliqua qu'il s'agissait de la méthode de chasse préférée du PDG et révéla au héros qu'il était l'empereur général du comité. De plus, refuser de fournir la liste des ingrédients entraînerait l'interdiction de vente de l'article. Après un raisonnement minutieux, Taiyu comprit que l'ennemi devait encore avoir d'autres ennuis en réserve. Les individus de bas étage agissaient exactement comme il l'avait prévu, c'est pourquoi le héros décida de prendre l'ennemi par surprise. Ainsi, Taiyu proposa à Hongpyo de redoubler d'efforts pour menacer le comité. Mais le propriétaire ne comprit pas très bien ce qu'il voulait dire. Notre protagoniste déclara qu'il devrait arrêter de vendre leurs produits, vu les rumeurs selon lesquelles il aurait des effets secondaires sur les consommateurs. Toute la nuit à l'orphelinat, de la fumée montait dans l'air, et de la viande était en train de cuire. Tout l'orphelinat, accompagné de leur invité d'honneur, organisait un petit barbecue. Après avoir pris la première bouchée, Teju resta complètement abasourdi. La viande qu'il venait de goûter était absolument divine. Le goût du cerf d'eau empoisonné tacheté était considéré comme le meilleur de tout l'Empire. Teju comprit rapidement que les rumeurs selon lesquelles l'empereur rassemblait toutes les carcasses de cerfs pouvant être purifiées du poison étaient en réalité vraies. Le fait qu'il ait préparé l'antidote contre ce poison était le meilleur choix qu'il ait jamais fait. Au début, notre héros voulait simplement protéger les civils du poison du cerf en cas de vague de bêtes magiques. Mais les choses étaient désormais différentes. On pouvait dire sans risque de se tromper que cette nourriture délicieuse était addictive, ce qui poussa le protagoniste à se demander s'il devait lancer un commerce de viande de cerf. Il commença à fantasmer sur la façon dont l'empereur, réputé pour son escrime de grand maître, deviendrait son client numéro 1, car il était accro à la viande. À ce moment-là, le réalisateur décida de dire quelques mots. Hongpyo remercia le protagoniste de leur avoir offert une si délicieuse friandise. Il le félicita même d'avoir créé un antidote au poison du cerf aquatique. Malgré tout, l'homme exprima son inquiétude quant à la fermeture prolongée de la pharmacie. Pourtant, Tao expliqua que c'était pour le mieux. Seul le temps révélerait le résultat et montrerait qui en souffrirait le plus, et non la vente de l'antidote. Un jour de la semaine, Jinsu était particulièrement agacé, car la pharmacie était fermée depuis 5 jours d'affilée, et il était sur le point de manquer de flacons d'antidote. Certaines personnes commencèrent à spéculer sur la véracité des rumeurs, selon lesquelles l'antidote aurait de graves effets secondaires, affirmant que cela avait forcé l'ancien propriétaire à fermer sa boutique. Après avoir entendu cela, le bêta-testeur fut particulièrement agacé, voyant comment ces deux-là bavardaient juste pour le plaisir. Pourtant, dès qu'il tenta d'intervenir, quelqu'un l'en empêcha rapidement. Li Yunsheng était là pour maintenir l'ordre. La vue du capitaine justicier commença à rassembler une foule qui raconta des ragots sur le fait que la pharmacie YJ était liée au comité. Le capitaine demanda à tout le monde de continuer à marcher avant d'expliquer que le comité avait décidé d'interdire la vente de l'antidote jusqu'à ce qu'il puisse vérifier les effets secondaires de la formule. À ce moment-là, le bêta-testeur se mit à crier qu'il n'y avait pas d'effets secondaires, et que sans l'antidote, il devait à nouveau utiliser les combinaisons anti-insectes. Alors que les plaintes du public devenaient de plus en plus fortes, le capitaine justicier ne put s'empêcher de sourire. Il était agacé par le fait que quelqu'un en dessous de lui ait le culot de répondre. Mais au final, il décida de ne pas gaspiller son temps avec eux et commença à penser à quel point c'était agaçant que l'agent administratif le force à faire ça. Et donc, alors que tout le monde partait, le seul et unique client fidèle, décida de rester sur ses positions. Voyant cela, le capitaine justicier lui demanda s'il avait le pouvoir de soutenir son arrogance. Et c'est ainsi que Jinsu prit la fuite. Le capitaine se fichait éperdument du médicament. Pourtant, il voulait mettre la main sur Junso, qui manipulait le comité. Pendant ce temps, observant de loin au téléphone avec l'officier administratif,
Junso exprima sa joie de voir que l'officier avait forcé le capitaine justicier à faire ce qu'il voulait à sa place. L'officier administratif expliqua qu'à cause de lui et du président, le troisième membre du comité permanent serait toujours mis en minorité. Notant que Lee Yun-ha n'intervenait que dans des situations extrêmes, le PDG expliqua qu'ils avaient déjà commencé la deuxième phase du plan. Il promit à l'officier administratif une énorme récompense et affirma qu'à moins qu'il n'obtienne de l'argent par miracle, l'ennemi ne survivrait pas très longtemps. Pendant ce temps, dans le bureau du lieutenant-général Oh Jin-young, des négociations étaient en cours. Taeju décida de donner 1 million de bouteilles au corps de défense des bêtes magiques au prix du marché. Le lieutenant-général s'arrêta une seconde, et tandis qu'il soulignait le prix extrêmement élevé, Taeju s'inquiéta d'avoir contrarié l'homme en exigeant le prix du marché de l'armée. Pourtant, à sa grande surprise, l'officier à côté de lui déclara que son commandant semblait très satisfait de cela. Comme le lieutenant-général affirmait que Taeju vendait son produit à un prix plutôt bas, le jeune homme fut particulièrement déconcerté. Après avoir confirmé qu'ils avaient les fonds nécessaires, le commandant exigea que la moitié de l'argent soit immédiatement versée au héros en guise d'acompte. Cependant, Tienus avait encore un produit à démontrer. Tienyo voulait créer sa propre entreprise et avait réussi à mettre au point un nouveau produit. Le jeune homme dévoila alors l'emballage et exhorta le commandant à l'essayer. Le maître fut particulièrement déconcerté, car il ne s'attendait pas à recevoir de la viande cuisinée exclusivement pour lui. Le lieutenant-général expliqua qu'il avait évité la viande ces derniers temps pour des raisons de santé. Tienyo le pressa de donner cette viande à l'empereur. Dans ce cas, voyant qu'il s'agissait de viande de cerf d'eau empoisonnée par des spores, l'autre officier présent dans la pièce fut très stupéfait, car cette viande était connue pour avoir une texture sans pareille. Le protagoniste acquiesça en signe de confirmation. Voyant à quel point le jeune homme en face de lui était compétent, le commandant lui proposa de rejoindre l'armée. Ces simples mots suffirent à déclencher l'instinct de tueur de notre héros. Le corps de défense des bêtes magiques du Mont Géry existe en tant qu'ordre de l'Empire. Sa mission est de combattre les vagues de bêtes magiques et de contrôler leur nombre. C'est pourquoi, à son arrivée, le commandant se sentit accablé, car une lourde tâche lui était confiée. Pourtant, il avait enfin trouvé un moyen de se sauver. Le lieutenant-général ne put s'empêcher de penser au remède au cerf d'eau. À ce moment-là, son subordonné l'informa que le paiement qu'ils avaient promis au héros avait été effectué avec succès et que ses ordres étaient exécutés sans problème. Le commandant avait déjà prédit qu'en raison du mois de juin, Taeju se tournerait vers eux, et il fut informé d'une chasse au cerf d'eau prévue pour le lendemain. Sur ce, le maître demanda à son subordonné de surveiller le fabricant de médicaments et de lui apporter son aide si nécessaire. Le général félicita ensuite l'agitateur, qui, bien qu'il n'ait aucune relation, affichait toujours des résultats impeccables. L'homme se sentit heureux d'être enfin reconnu par son supérieur. À ce moment-là, le commandant éleva la voix et posa sa main sur l'épaule de son subordonné. Le général ne put s'empêcher de pleurer en exhortant l'agitateur à gravir les échelons avec lui jusqu'à atteindre l'empereur. Et voilà qu'ils se mirent tous les deux à scander le nom de notre protagoniste. Pendant ce temps, dans la résidence Kim nouvellement construite, le propriétaire racontait qu'il n'avait rencontré aucun problème pour créer son entreprise. Le vieil homme proposa de s'occuper de toute la paperasse, peu après que notre héros eut choisi un nom pour celle-ci. Taeju était extrêmement heureux d'avoir réussi à signer le contrat avec l'armée, et qu'ils aient reçu un grand soutien du lieutenant-général. Le commandant semblait digne de sa position, car il fit rapidement savoir au public qu'il avait signé un contrat d'exclusivité avec notre protagoniste. Black Hongpyo expliqua ensuite comment il avait utilisé les 25 milliards d'acomptes de l'armée pour rembourser leurs prêts. Mais il précisa également qu'il avait fermé ses comptes dans cette banque en particulier en voyant tous les problèmes qu'elle lui avait causés. Taeyu affirma que c'était la bonne décision et l'exhorta à utiliser le reste de l'argent pour le bien de l'orphelinat. Il expliqua ensuite qu'après y avoir réfléchi, diriger une entreprise tout seul serait assez difficile. Il déclara donc qu'il avait besoin d'un partenaire de confiance. Et c'est ainsi qu'il proposa au vieux pharmacien de devenir copropriétaire de son entreprise. Le directeur de l'orphelinat doutait qu'il puisse assumer de telles responsabilités, car ses compétences ne s'étendaient qu'à une petite pharmacie. Mais le héros pensait autrement. Taeyu était un génie de la drogue. Pourtant, en ce qui concerne le monde des affaires, il était complètement ignorant, c'est pourquoi il avait besoin d'aide. Hongjo ne s'attendait pas à ce que son bienfaiteur le considère comme un partenaire fiable, c'est pourquoi il finit par accepter. Pourtant, le vieil homme insista pour ne recevoir que 10% des bénéfices. Mais le héros refusa. Puisque son partenaire serait seul responsable des opérations, il insista pour qu'il obtienne au moins 30% des actions. Finalement, Hongjo accepta, mais déclara qu'il ne serait pas celui qui dirigerait les choses, car il avait en tête quelqu'un de bien plus apte à occuper ce poste. Le vieil homme faisait référence à Bisoyan, que notre héros avait rencontré un jour dans le bunker de l'orphelinat. Selon lui, elle était sa fille la plus intelligente, c'est pourquoi il allait la contacter immédiatement. Hongo était le directeur de l'orphelinat depuis 2 décennies, ce qui signifiait qu'il était en contact avec de nombreux membres de la société exerçant différentes professions, ce qui le rendait puissant. Et pour cette raison, le héros fut convaincu qu'il était judicieux d'en faire son copropriétaire. Taeyu suggéra alors de combiner leurs noms afin de nommer l'entreprise, et trouva Taehongbyo. À ce moment-là, le vieil homme déclara qu'il avait contacté certains de ses enfants les plus âgés qui étaient devenus des éveilleurs. Cela déconcerta grandement le héros. Selon le vieil homme, le PDG de Yai Pharmacy était un homme maléfique. C'est pourquoi Taeyu avait besoin de gardes du corps. Le jeune homme déclara qu'il n'avait pas besoin de protection et exhorta ses gardes du corps à aller protéger leur maison. Cela surprit grandement le vieil homme,
car il semblait que son partenaire avait quelque chose dans sa manche. Malgré tout, on pouvait affirmer sans risque que le protagoniste, exempt de marque, n'était pas un puissant éveilleur, ce qui signifiait qu'il se fiait probablement à son expérience de soldat. À ce moment-là, le héros remarqua son regard. Comme son inquiétude était prise pour un manque de confiance, Hong Pyo affirma que ce n'était pas le cas. Cela étant dit, le héros décida d'adopter une autre méthode. Il exigea que le directeur de l'orphelinat appelle tous les gardes du corps en même temps. Taïyu voulait prouver sa puissance et tester l'antidote contre le poison du cerf, et le meilleur moyen d'y parvenir était de partir à la chasse avec eux. Plus tard, dans la journée, dans la zone frontalière des bêtes magiques, le groupe commença à progresser dans la forêt. Certains orphelins commencèrent à admirer le manteau très coûteux du fabricant de drogue, ainsi que son bel équipement. Pourtant, ils s'inquiétaient malgré tout pour lui, pensant qu'il était faible. Sur ce, l'un d'eux tapota l'épaule de leur nouveau patron. Le jeune homme de 25 ans, Chang-hun, qui était un utilisateur, décida de marcher devant, car ils allaient entrer sur le territoire des bêtes magiques afin d'assurer sa sécurité. Taichu demanda à être appelé Ungim, un terme qui désigne une personne à peine plus âgée que l'éveilleur. L'épéiste expliqua alors que, malgré ses bonnes statistiques, le manteau pouvait gêner, et qu'en tant qu'utilisateur, il était un meilleur combattant que le protagoniste. Pensant qu'il avait outrepassé les limites, l'orphelin s'excusa immédiatement. Taichu clarifia qu'il comprenait son inquiétude, vu qu'il n'était pas marqué. Cependant, il proposa de laisser la discussion jusqu'à ce qu'ils aient réglé le problème qui les attendait. Cela intrigua les épéistes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua d'innombrables yeux s'ouvrir au-dessus de sa tête. Les éveilleurs commencèrent à trembler en apercevant les hirondelles tempêtes, et c'est ainsi que les bêtes lancèrent leur attaque. Face au danger, les gardes du corps se préparèrent au combat. Chang-hun ne s'attendait pas à ce que les monstres apparaissent si tôt. Cela étant dit, le fabricant de drogue décida de passer à l'action. De ses poches, il sortit un tas de clous, ainsi que des balles de golf. Le héros se prépara alors et les déchaîna tous d'un coup. C'était sa technique. Explosion de poignard. Son garde du corps fut particulièrement abasourdi. Bien qu'il soit faible, car ils se déplacent en grande meute, les martinets des tempêtes étaient à prendre au sérieux. Pourtant, quelque chose d'incroyable était en train d'arriver à ces créatures qui allaient semer la peur au cœur d'un rang d'utilisateurs. Ils avaient été totalement désintégrés. Pour couronner le tout, l'entreprise ne transpirait même pas. Le héros se retrouva assez agacé par cet essaim. Selon lui, il était si pitoyable qu'il mourut avant même qu'il ait pu utiliser ses poignards dessus. Tiju ne pouvait pas se permettre de blesser les enfants de l'ancien propriétaire. Afin de s'occuper rapidement de l'ennemi, il utilisa des armes cachées connues sous le nom de pluie torrentielle, d'aiguilles de fleurs pures et de boulettes de fer. Le principal problème pour notre héros était le fait que ces armes étaient irrécupérables, ce qui signifiait que son portefeuille allait en prendre un sacré coup. Taiyu était impatient d'atteindre la 7e étoile afin d'acquérir enfin la compétence de récupération. À ce moment-là, le jeune épéiste s'approcha de notre héros et lui demanda s'il était l'un de ses maîtres qui pouvaient cacher leur marque. Teju clarifia qu'il n'était pas un éveilleur pour commencer et qu'il prendrait les devants. Chong-hun tenta de faire valoir qu'il était chargé de sa protection, mais alors que Teju prenait les devants sans effort, le jeune homme commença à se demander qui il était vraiment. Plus tard, après avoir marché dans les hautes herbes, la proie fut enfin en vue. Un cerf aquatique fut repéré. Chong-hun commença à paniquer et demanda au protagoniste quel était son plan. Teju fit alors remarquer que le cerf se croyait intouchable à cause de son poison. Il demanda ensuite à tout le monde de prendre le médicament afin qu'il puisse commencer à chasser. Malgré tout, les orphelins avaient des doutes. Après tout, ce médicament était encore en phase de test. Encore une fois, les orphelins avaient besoin de soutenir leur père et avaient déjà vu la puissance et le génie du fabricant de médicaments. Ayant réfléchi à cela, ils décidèrent de lui montrer leur confiance. Chong-hun décida de charger en premier, demandant à ses frères et sœurs d'utiliser le pistolet à mana au cas où la proie tenterait de s'échapper. Cela dit, l'épéiste sortit sa lame. Il chargea le monstre tête la première. En repérant le danger, le cerf aquatique se mit à hurler. La créature était si bruyante que même les éveilleurs pouvaient à peine tenir bon face à son cri strident. Malgré tout, les épéistes réussirent à échapper au choc en sautant dans les airs. D'en haut, il déchaîna son talent. Coup de bisection, Chong-hun décapita avec succès le monstre. L'orphelin se tenait sur ses gardes, alors que les spores étaient sur le point d'être libérés. Juste au bon moment, la bulle sur le dos du cerf finit par éclater. Les spores extrêmement toxiques furent ensuite libérés dans l'air. Taiyu, qui avait des doutes au début, fut extrêmement satisfait du résultat. L'antidote fut un succès, et le jeune homme courageux au faible potentiel semblait également prometteur. Les orphelins étaient ravis que le poison ne les affecte pas. Chong-hun se sentit soulagé par le succès de l'antidote. Le protagoniste affirma que son point de vue avait été prouvé, et que sans son poison, le cerf aquatique ne représentait aucune menace. Tandis que certains des heureux orphelins s'excusaient d'avoir douté de lui, d'autres affirmaient avoir toujours cru en lui. Le danger passé, le héros décida de reprendre la chasse. Avant de continuer, il demanda cependant à son garde du corps d'emporter la viande de cerf avec eux, notant qu'une fois l'antidote rendu public, l'espèce serait chassée jusqu'à l'extinction. Pendant ce temps, à New Seoul, situé dans l'ancienne région de Manchuria, au siège de MG, les employés étaient plus occupés que jamais. À ce moment-là, quelqu'un s'approcha du directeur Baek. Seon, 30 ans, le plus jeune responsable du service de planification stratégique, répondit au directeur adjoint avec un sourire. L'homme connu sous le nom de John Ju-hook décida d'aller droit au but et demanda à la jeune fille si elle était vraiment une orpheline élevée par HP. Elle le confirma, intriguée par le fait que son père avait été élevé.
Le directeur adjoint, ravi d'entendre cela, l'exhorta à reporter tous ses projets en cours. Cela surprit la jeune responsable. Johnny Hawk voulait qu'elle retourne dans sa ville natale pour lui rendre service. Elle ne comprit pas très bien ce qu'il voulait dire. Le directeur adjoint lui fit alors remarquer que la création de l'entreprise connue sous le nom de Taeyong Bio avait fait la une des journaux. Intriguée par son comportement soudain, elle expliqua qu'elle avait lu que cette entreprise avait créé l'antidote au poison du cerf aquatique. Ce qu'elle ignorait, en revanche, c'est que son propre père était copropriétaire de cette nouvelle entreprise. Le directeur adjoint, agissant au nom de ses puissants supérieurs, voulait qu'elle retourne auprès de son père et mette la main sur la formule de l'antidote. En échange, on lui promit une généreuse récompense. Sean était agacée qu'on lui demande de trahir le directeur de l'orphelinat. Mais au moment où elle allait prendre la parole, son téléphone se mit à sonner. Voyant que c'était son père, elle demanda à lui parler un instant. Hong Bio commença à parler avec sa fille. Le directeur adjoint attendait avec impatience qu'elle mette fin à l'appel. Finalement, la dame salua son père avec un sourire. Cela dit, il lui demanda sa décision finale. Sean avait décidé de retourner dans sa ville natale. Au début, cela semblait être une bonne nouvelle pour l'homme chauve. Puis, tout à coup, elle lui jeta son badge à la figure. La plus jeune responsable de l'entreprise décida de démissionner. Elle en avait assez de voir quelqu'un d'aussi petit que le directeur adjoint essayer de marcher sur les autres. Cela fait, elle sortit en faisant un doigt d'honneur à son ancien patron, qui lui criait dessus de colère. Plus tard dans la nuit, à l'intérieur du bâtiment appartenant à notre protagoniste, les orphelins travaillaient dur. Taeju les félicita pour leur travail acharné. Il leur demanda ensuite de retourner à l'orphelinat et de le laisser s'occuper du reste. Chang-eun s'inquiéta et tenta de faire valoir que son père leur avait ordonné d'escorter le créateur de la drogue en permanence. Mais Taeju démontra qu'il n'avait pas besoin de protection et exhorta les gardes du corps à retourner à l'orphelinat pour le protéger. Ainsi, Taeju commença à penser qu'il était peu probable que quelqu'un tente de nuire au seul orphelinat de cette ville, par peur d'une réaction négative du public. D'un autre côté, il y avait beaucoup de fous parmi les fils d'Adam, et la ville libre semblait en avoir beaucoup. Pour cette raison, Tanju avait besoin d'alliés fiables, comme les orphelins. Après avoir créé l'entreprise et acquis le personnel nécessaire pour traiter les ingrédients de l'antidote, Tanju serait enfin libre de créer de nouvelles drogues. Au début, il voulait simplement économiser de l'argent pour lui-même. Mais maintenant, les choses étaient différentes. Tanju n'avait rien contre le fait d'avoir un revenu généreux. Après tout, sans cela, il n'aurait pas pu s'offrir un appartement aussi luxueux. Il se sentait bizarre de rentrer chez lui pour la première fois. Le protagoniste raccrocha alors son manteau. Lui, qui pensait qu'il allait périr à Pju, lutta pour rester en vie après une tentative d'assassinat. Après l'expérience de partage d'âme qu'il eut avec son homologue artiste martial, il partit vivre dans la cité libre en tant que porteur, avant de créer son premier antidote. Pourtant, la plus grande bénédiction qui lui était offerte fut la gentillesse des gens qu'il rencontra. Taeju s'était embarqué dans de nombreuses aventures en si peu de temps. À ses yeux, la cité libre n'était que la première étape vers l'obtention de sa propre indépendance. Plus tard dans la nuit, le chef du syndicat des méchants de rang débutant, Ma Hong-sik, entra dans la propriété de notre héros avec son subordonné. Il était jaloux du protagoniste car, bien qu'il soit un nouveau venu ici, il avait déjà son propre bâtiment. Le subordonné prétendit que c'était parce que l'antidote contre les moustiques était devenu très populaire, avant de souligner la sortie prochaine de l'antidote contre les cerfs. Le chef des méchants ordonna à son homme d'arrêter de dire des évidences. Ma Hong-sik se sentit assez agacé, car sans les ordres du PDG de la pharmacie Ya, il aurait kidnappé Taeju et volé la formule. Mais au final, il n'eut d'autre choix que de suivre les ordres de Junso. Après quelques minutes de crochetage, les délinquants purent enfin entrer dans la maison. Le chef exhorta son homme à sauter la discussion avec la cible et à lui injecter la drogue qui rendrait son enlèvement très facile. Sur ce, la porte s'ouvrit silencieusement. Une seringue à la main, ils s'approchèrent silencieusement, et une fois suffisamment proche, le criminel décida de passer à l'action. Mais au moment où l'aiguille allait entrer en contact, la main du délinquant s'arrêta soudainement. Taeju, qui était resté éveillé tout le temps, révéla qu'il voulait d'abord autoriser l'injection, mais le chef exhorta son homme à arrêter de faire l'idiot et à terminer le travail immédiatement. Pourtant, en apprenant que la main de son subordonné était coincée, le chef du syndicat des méchants resta complètement abasourdi. Taeju commença à passer à l'action en prétendant les avoir vus arriver de loin. Et juste comme ça, avant même que le criminel ne puisse s'en rendre compte, sa cible ainsi que sa seringue avaient disparu. Taeju n'avait jamais aimé les petites aiguilles douloureuses. À ce stade, les criminels commencèrent à douter que leur cible soit un rejet de mana. Avec un sourire suffisant, le héros demanda aux méchants si la drogue serait aussi efficace, si elle était bue. Cette insolence et cette audace mirent grandement en colère le chef du syndicat des méchants. Ce n'est qu'à ce moment-là que quelque chose d'inattendu se produisit. Leur cible avait volontairement bu la drogue. Taeju savoura les effets de ce médicament et décida d'en demander plus à ses adversaires. On savait depuis longtemps qu'il existait un syndicat maléfique qui trafiquait de la drogue dans la ville libre. Et il était évident qu'ils étaient soutenus par quelqu'un du comité. Le produit de leur trafic, qui était également un poison, était désormais entre les mains de notre protagoniste. C'était la première fois qu'il rencontrait un tel poison. Voyant qu'il était désormais à la 4e étoile, le héros put facilement le gérer en se rappelant comment son homologue maître avait essayé toutes sortes de drogues à son époque. C'est pour cette raison que Taeju décida de devenir un drogué comme lui. Afin d'augmenter son essence empoisonnée, il aspirait la drogue du corps de son adversaire. Après avoir vu cela, le chef du syndicat des méchants fut horrifié. Taeju demanda à savoir qui était derrière tout cela.
Cependant, l'agresseur refusa de répondre, craignant pour sa vie. Le héros fit donc ce qu'il fallait faire, faisant résonner des cris dans la nuit. Alors que le lendemain arrivait enfin, le capitaine justicier réfléchissait en regardant par la fenêtre. Kim Tae-ju, le créateur du médicament miracle, avait signalé un crime. Son subordonné confirma qu'il avait surpris des gangsters dans sa maison en train d'essayer de le kidnapper. Et après avoir découvert le cerveau, leur service était nécessaire. Le maître comprit immédiatement que le PDG de la pharmacie, Uji, était derrière tout cela, et commença à le blâmer pour son échec. Le moyen le plus rapide de résoudre ce problème aurait été de simplement l'accueillir. Cependant, le PDG serait manifestement trop gênant. Il comprit qu'il avait une affaire difficile à gérer et que son groupe aurait du mal à mener l'enquête. Pour cette raison, le capitaine commença à spéculer qu'il n'y avait qu'une seule option possible. Pendant ce temps, à la résidence de notre héros, alors que les deux propriétaires se tenaient devant leurs prisonniers, le chef méchant se retrouva dans une sorte d'état de mort cérébrale. À ce moment-là, quelqu'un arriva. Les justiciers arrivèrent enfin sur les lieux. Hong Pyo accueillit le maître et son équipage à bras ouverts. Pourtant, à sa grande surprise, il fut immédiatement ignoré. Le maître se tenait au-dessus du gangster, et donc, alors que l'un des justiciers tentait d'éloigner l'ancien propriétaire, son capitaine sortit son épée. L'homme eut alors recours à son autorité et décida d'exécuter le chef méchant ici et maintenant. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on lui jeta quelque chose. L'homme para rapidement le poignard volant qui approchait. Tae-ju demanda à savoir pourquoi le capitaine essayait de tuer le témoin. Il montra ensuite une vidéo du chef méchant, avouant que le PDG de la pharmacie Uji était celui qui était derrière l'enlèvement et qu'il voulait rendre le protagoniste accro à la drogue. Pourtant, à première vue, il en déduisit rapidement que le capitaine devait être au courant de tout cela. Lorsqu'on lui demanda son nom, l'arrogant prétendit être Tae-ju. Le capitaine le reconnut immédiatement comme étant le développeur de drogue. Il décida alors de se calmer. Le maître éveilleur décida alors de mieux regarder celui qui se trouvait devant lui. Et à sa grande surprise, il lui semblait plutôt familier. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'il était en face du même porteur qu'à l'époque. Tae-ju ne répondit pas au début. Lorsqu'on lui demanda s'il était vraiment derrière l'antidote contre les moustiques, notre héros le confirma. L'épéiste déclara alors que ce n'était pas si impressionnant. Peu de temps après, il esquissa un sourire suffisant. Le capitaine affirma alors fermement qu'il était la loi dans la cité libre. Il décida de donner au protagoniste une dernière chance d'en finir rapidement en exécutant les criminels sur le champ. Malgré cela, Tae-ju refusa. Voyant cela, le maître mit l'homme au défi de refuser pour tenter d'empêcher l'exécution. Tae-ju eut à peine le temps de réagir. Il sortit immédiatement ses couteaux et les lança sur le capitaine. L'homme se sentit alerté par les projectiles qui arrivaient. Il déclencha donc une tempête de coups de couteau pour se défendre. Il était désormais évident pour lui que le créateur de drogue avait capturé les criminels tout seul. Il ne put s'empêcher de louer son habileté, en voyant comment il était capable de les gratigner. Ainsi, voyant comment il avait empêché l'exécution à 2 reprises, le membre du comité permanent condamna Tae-ju à mort. Malgré tout, le protagoniste s'en fichait complètement. Pourtant, alors que notre héros continuait à parler, il remarqua quelque chose d'intrigant. Il sauta en l'air afin d'éviter la lame qui arrivait et lança ses couteaux sur son adversaire. Tae-ju préparait une attaque puissante. Son adversaire faisait de même. Ce n'est qu'à ce moment-là que le combat fut interrompu par l'arrivée d'un hélicoptère. Soudain, des hommes en combinaison en sautèrent. Le lieutenant général qui fit une entrée spectaculaire était là pour arrêter le capitaine justicier gênant. En sautant de l'hélicoptère et en atterrissant au sol, le commandant arrêta la bataille en cours. Avec l'arrivée des militaires, tout le monde se mit sur ses gardes. Le lieutenant général salua sa vieille connaissance. Jung-ok demanda à savoir ce que l'armée faisait dans la cité libre. Le commandant fit remarquer qu'il n'avait pas besoin de permission pour rendre visite à Gira. Le capitaine accusa l'armée de s'immiscer dans les affaires de sa cité. Le puissant éveilleur précisa qu'il n'était pas là en tant que lieutenant général. Oh Jin-young déclara qu'il était là en tant que civil. Pour cette raison, il proposa à l'autre maître de ne pas se mêler des affaires de l'autre. On peut dire sans risque de se tromper que cela le mit très en colère. Cela étant dit, le civil se précipita pour voir comment allait son ami, qui affirma qu'il n'était pas blessé. Malgré cela, certains l'exhortèrent à demander justice. Le général de division Gu Junyang, de rang supérieur, déclara qu'il abattrait quiconque maltraiterait celui qui leur avait donné l'antidote. Un autre général de rang supérieur, connu sous le nom de Park Pilson, proposa de lui donner des gardes du corps parmi ses hommes. Le troisième major, connu sous le nom de Hong Juntae, proposa de lui procurer des médicaments. Voyant cela, le capitaine des justiciers supposa que Tae-ju connaissait déjà ces puissantes brutes de l'armée, car son père était général de brigade. Il décida donc de ravaler sa fierté et de prendre congé. Oh Jin-young l'invita à rester un peu plus longtemps, mais Maître Lee affirma que contrairement à eux, il était un homme occupé. Cependant, le soldat déclara qu'il ne semblait pas du tout occupé. Lorsqu'on lui demanda de donner plus de détails, le lieutenant général interpella le capitaine des justiciers sur son piètre travail. Voyant que de tels délinquants parcouraient toujours les rues de sa ville, il refusa immédiatement de le faire lorsqu'on lui proposa du renfort. Sur ce d'Ami Shuru Aminia, le capitaine décida de prendre ses prisonniers et de partir. Oh Jin-young déclara alors qu'il garderait les délinquants. Le membre du comité prit cela comme une implication militaire. Interrogé à ce sujet, le lieutenant général expliqua qu'il devait les punir,
vu la manière dont ils avaient tenté de faire du mal à son ami. Young-hak tenta d'invoquer le décret impérial. Son adversaire décida donc d'adopter une approche différente. Oh Jin-hung lui rappela que bien qu'ils soient tous les deux des maîtres, ils étaient loin d'être égaux. À ce moment-là, le capitaine commença à transpirer. Oh Jin-hong clarifia fermement que l'empereur ne se soucierait pas de le punir s'il se suicidait sur le champ, tandis que le justicier tremblant lui expliquait qu'il y aurait des conséquences. Les trois autres maîtres commencèrent à se moquer de lui et attendirent avec impatience l'ordre de le malmener. À ce moment-là, Young-hak comprit qu'il était dans une situation difficile. En voyant ses subordonnés trembler, il comprit qu'il n'avait pas le choix. Cela étant dit, il décida de se retirer discrètement. Oh Jin-young nota que le capitaine avait été longtemps choyé dans sa propre ville. Cela étant dit, le héros remercia son sauveur. Le lieutenant général était prêt à tout pour aider un allié. Il s'avéra qu'il s'était précipité sur les lieux dès qu'ils avaient été appelés par Hong Pyo, et comme ça, le pire avait été évité. Grâce à l'implication du lieutenant général, le protagoniste et son associé s'en sont sortis indemnes. Pour couronner le tout, ils ont même pu garder leurs témoins. Dès que les délinquants ont été évoqués, Oh Jin-hung a affirmé qu'il les emmènerait pour abattre leur cerveau. Mais Tae-ju a tenté de préciser que ce problème le concernait seul. Mais le soldat semblait penser le contraire, car toute l'armée serait en danger si l'ennemi trafiquait la production d'antidotes. Il a même précisé que le créateur de la drogue n'était plus obligé de traiter avec le capitaine justicier. Cela a fait réfléchir Tae-ju sur le fait que son poison de 4e étoile semblait encore trop faible pour affecter un maître. Il ne semblait pas du tout affecté par cela. Et sans l'implication du lieutenant général, la victoire n'aurait pas semblé aussi certaine que la défaite. C'est pourquoi Tae-ju voulait acquérir plus de pouvoir, afin de ne plus jamais être impuissant. Pendant ce temps, le capitaine justicier commençait à penser à la façon dont il voulait la mort du héros et du commandant. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'il avait été griffé par les couteaux de lancer du héros. Il commença à penser qu'ils étaient empoisonnés. À ce moment-là, Young-hak fut frappé d'une douleur soudaine. Le poison avait commencé à se répandre. À ce moment-là, il réalisa qu'il était dans une situation difficile. Son subordonné remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas. Il reçut donc l'ordre de l'emmener immédiatement à l'hôpital. Cela étant dit, le justicier appuya sur l'accélérateur. Et c'est ainsi qu'un maître fut grandement affaibli. Plus tard, alors qu'il volait dans les airs, tous les militaires surveillaient les prisonniers. Craignant pour sa vie, le chef du syndicat des méchants promit de tout leur dire, mais le général affirma que son témoignage n'était pas nécessaire. Cela étant dit, il se tourna vers l'un de ses hommes. Le subordonné saisit immédiatement la poignée et ouvrit la porte de l'hélicoptère. À ce moment-là, les criminels furent remplis de peur lorsque l'homme reçut l'ordre de les jeter dehors. Et c'est ainsi que les 4 criminels connurent une fin froide et écrasante. La tâche était terminée. Juni reçut alors l'ordre de faire subir le même sort au PDG de la pharmacie Yoja. Le commandant ordonna même le déploiement de troupes pour protéger la compagnie du héros. Oh Jin-young eut enfin l'occasion de se rapprocher de Kim Tae-ju. Pendant ce temps, à la gare, Seong reçut un appel de Chang-eun. La dame raconta à son frère qu'elle venait d'arriver en ville. Elle fut alors choquée d'apprendre que le partenaire de leur père avait fourni des milliards d'euros à l'orphelinat. Et en apprenant qu'il avait même finalisé son 2e antidote, Seong resta complètement abasourdi. Il s'avéra que Tae-ju n'était finalement pas un escroc. Cela étant dit, elle mit fin à l'appel en montant dans le taxi. La jeune fille demanda au chauffeur de la ramener chez elle. Elle était désormais certaine que son retour en ville ne serait pas vain. Plus tard, à l'orphelinat de l'ancien propriétaire, les enfants étaient toujours aussi vivants. Hong était heureux de voir arriver l'un de ses petits. La jeune fille affirma qu'elle était rentrée chez elle en courant dès que son père l'avait appelée. Hong Kyo la remercia et lui demanda de l'accompagner. Yang demanda donc s'il y avait une sorte de célébration, et était curieux de savoir ce qu'il y avait dans le pot. Le vieil homme déclara donc qu'il s'agissait de cerfs aquatiques, empoisonnés par des spores. En apprenant cela, elle fut particulièrement stupéfaite. Cela signifiait que son frère disait la vérité à propos de l'antidote, ce que son père confirma. Eugeo proposa alors d'aller retrouver son associé, qui attendait d'elle qu'elle s'occupe. Le héros décida de donner de la nourriture aux orphelins. Sur ce, le vieil homme décida de procéder aux présentations. Tae-ju salua le jeune homme avec un sourire. Cependant, ce n'était pas leur première interaction. La dame s'excusa d'avoir été impolie à l'époque et expliqua qu'elle était ravie de travailler pour leur entreprise. Le protagoniste se sentit alors rassuré en lui promettant de faire de son mieux pour améliorer Tae-jo. Pourtant, elle n'était pas la seule à lui proposer ses services. Alors qu'il était approché par quelqu'un, le héros se tourna vers l'intrigue. Cette personne était le major Duinsu, qui avait été affecté à la sécurité de cet endroit avec 19 de ses hommes. Le héros était reconnaissant de leur gentillesse, mais fit remarquer qu'il n'avait être pas l'espace nécessaire pour héberger 20 soldats. Mais le major affirma qu'ils pouvaient prendre soin d'eux-mêmes. Et voilà que Tae-ju se retrouva à nouveau à travailler avec l'armée. Alors que le major était invité à se joindre au festin, il attendait secrètement avec impatience la viande de cerf aquatique. Il ordonna donc à ses soldats de tout installer et d'aller manger. Kim Tae-ju n'avait plus besoin d'être un solitaire, puisqu'il avait enfin son propre peuple. Pendant ce temps, dans le château de la Cité Libre, dans la salle de réunion du comité autonome, les crimes passés du PDG de la pharmacie Ye-jae étaient évoqués. Lorsqu'on lui demanda s'il avait avoué ses crimes, l'homme n'eut d'autre choix que de plaider coupable. En plus d'être fauché, Junso était désormais un paria.
Son ennemi était vivant et l'assassin qu'il avait engagé était injoignable. Les choses avaient pris une tournure inattendue et catastrophique. Pour cette raison, les options du criminel devinrent limitées. Jo-eun avait donc prévu de disparaître pendant un moment jusqu'à ce que les choses se calment. Pourtant, alors qu'il se dirigeait vers la sécurité, une lumière rouge apparut et une moto sortit de l'arrière. L'homme se retourna pour voir qui était à son oreille gauche, mais découvrit du métal brisant la vitre près de lui. Sur ce, et un œil, la couleur rouge apparut. Les sièges étaient tachés de sang. Après avoir exécuté ses ordres, l'assassin décida de retourner à la base. Pendant ce temps, à l'hôpital, le capitaine justicier s'accrochait comme si sa vie en dépendait. À ce moment-là, son subordonné arriva avec l'objet demandé. Il s'agissait d'un élixir de première qualité créé par la société Mirin. Le maître l'exigea immédiatement, sans perdre de temps. Il attrapa la sphère et la consomma. Et c'est ainsi que ses veines furent purifiées du poison. Le maître n'attendait rien de moins de cette substance coûteuse. Mais ce n'est qu'à ce moment-là que quelque chose en lui se brisa soudainement. Et c'est ainsi que celui qui souffrait se remit à maudire Kim Tae-bro. Alors que l'entreprise se développait, son propriétaire réalisa qu'il lui fallait davantage de médicaments. C'est pourquoi il se rendit au cœur de la montagne pour récupérer la vésicule biliaire de l'ours géant de la Lune. Outre les médicaments, il avait besoin de consommer de nouveaux poisons afin d'améliorer ses arts martiaux. Après avoir consommé une quantité insondable de poison de cerf, celui qui avait atteint la 4e étoile il y a peu était désormais sur le point d'atteindre la 5e. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose d'intrigant. Notre héros avait trouvé l'arbre à sève toxique qui crée une substance visqueuse pour éloigner les parasites. Cette substance toxique puissante avait un goût étonnamment sucré. Top-4 rencontra ensuite un crapaud bleu à ventre de feu qui contenait du poison dans ses entrailles. Voyant qu'il avait les mêmes propriétés qu'un anesthésique, il décida de le garder pour ses recherches. Peu de temps après, il rencontra un mille-pattes géant en bois blanc. La créature, qui était aussi grosse qu'un serpent, transportait un poison suffisamment puissant pour tuer un orque d'une seule morsure. Son puissant poison fut en fait trouvé plutôt rafraîchissant par l'artiste martial. À ce moment-là, il remarqua quelque chose au loin. C'était une sorte de symbole blanc, caché dans les buissons. Soudain, la créature se révéla. L'ours géant de la Lune avait enfin été localisé. La bête poussa un rugissement de combat féroce. Ne s'attendant pas à la rencontrer si tôt, il décida de tester sa puissance. Le héros sortit ses dagues volantes. Il les lança toutes d'un coup sur la créature. La bête les dévia avec une grande facilité. Sa vitesse était remarquable. L'ours chargea immédiatement l'humain. Teju se plaça rapidement derrière lui et lança une contre-attaque. Au début, il sembla avoir porté un coup direct. Mais l'ours géant de la Lune n'eut qu'à contracter les muscles de son dos pour repousser les couteaux. Teju décida alors de le frapper avec sa paume empoisonnée au seau de sang. La bête resta imperturbable et continua d'attaquer sans relâche. Ses griffes déchiraient le bois comme du beurre. Le héros décida d'activer une autre compétence afin de la maîtriser. Et pourtant, toutes ses attaques furent inefficaces. Cet ennemi était plus coriace que prévu, ce qui signifiait qu'il serait difficile de le vaincre en n'étant qu'à la 4e étoile. Il ne restait donc qu'une seule solution. Teju avait besoin d'acquérir plus de puissance immédiatement. Il sortit le crapaud bleu à ventre de feu et décida de le consommer immédiatement. Le mille-pattes le suivit peu de temps après. Le venin remplissant ses veines, notre héros n'avait plus qu'à le convertir en essence de poison. Le processus fut rapidement achevé, et c'est ainsi que l'artiste martial venimeux atteignit enfin la 5e étoile. La difficulté du défi avait désormais changé. Teju voulait utiliser un nouveau jouet de l'arsenal du clan du poison, les papillons de sang. Les insectes métalliques se précipitèrent rapidement sur l'ours. On ne pouvait utiliser cet art caché qu'après avoir atteint la 5e étoile, car il permettait à son utilisateur de contrôler la trajectoire de ses projectiles. Grâce à cela, il toucha facilement l'ours à l'œil ainsi qu'à l'oreille gauche. Le combat prit ainsi fin. C'est ainsi que Teju put tuer sa cible et atteindre un nouveau niveau par la même occasion. Cela fait, il décida de réclamer son prix. Le héros plongea profondément dans les entrailles du monstre et obtint enfin l'organe qu'il désirait désespérément. La vésicule biliaire de l'ours était remplie d'un puissant poison et devait être enduite d'énergie pour une extraction correcte. C'est ce que fit notre héros. Maintenant qu'il avait l'ingrédient nécessaire en main, Kim Tae-ju pouvait enfin préparer un nouvel élixir.